Ok, salut. Alors, comme convenu, j'ai lancé un petit live. C'est la première fois que je fais ça sur Twitter. Donc déjà, je suis désolé, je vais avoir besoin de vous pour vérifier les paramètres techniques parce que c'est la première fois que je le fais. Je suis tout seul, hein, j'ai pas d'équipe avec moi. Je fais ça de chez moi et je fais ça, c'est vraiment artisanal. Donc, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, me dire dans les commentaires du chat si le son est correct déjà et si vous m'entendez. Comme c'est la première fois que je le fais, ça serait sympa. Euh, alors, je vais regarder sur mon téléphone si vous pouvez me mettre un petit commentaire pour me dire oui, j'entends le son, tout est bon ou pas. Salut, donc là j'ai Pierre qui est là, donc Père Acetix. Est-ce que Père Acetix, tu pourrais me dire si le son est correct? Est-ce qu'on entend ma voix correctement? Puis après on fera le test avec le documentaire. Bonsoir Marine. Marine, pareil, est-ce que tu pourrais me dire si tu entends ma voix? Le son fonctionne bien, super, merci Marine, c'est cool, merci. Du coup, bon, alors on va prendre un peu de temps pour laisser la salle se remplir tranquille, mais en gros, l'idée, euh, donc bonsoir aussi, ok, merci. Donc ouais, l'idée c'est que j'ai fait un reportage qui s'appelle Make America Fake Again avec Alexandre Gras qui était le caméraman. Et ce reportage, c'était donc une immersion au sein des pro-Trump en Floride. Donc j'ai passé une semaine là-bas et puis j'en ai fait un reportage. Merci Emmanuel, j'ai une jolie plante derrière moi. Ouais, j'ai une jolie plante, ouais. Ouais. Alors, juste, je répète pour ceux qui arrivent, c'est la première fois que je fais un live sur ce réseau-là. J'ai pas du tout d'équipe technique avec moi, je suis tout seul. Je suis chez moi là, donc c'est la plante de chez moi et c'est l'armoire de chez moi. Et du coup, vraiment, je fais ça artisanal. Normalement, je fais de la télé, j'ai des gens qui me filent un coup de main pour faire de la télé correcte, pour que ça ressemble à quelque chose. Là, honnêtement, c'est du artisanal total. C'est moi, mon ordinateur, et c'est tout. J'utilise un truc qui s'appelle Streamlabs. On m'a formé, c'est Sacha qui m'a formé rapidement là-dessus, notre community manager. Je sais à peine m'en servir. Donc je sais faire deux trois trucs, mais enfin voilà. Et pour le son, par exemple, ça passe par l'ordinateur. Donc j'imagine bien que c'est pas top pour vous. La lumière, c'est la lumière de chez moi. Donc voilà, désolé, techniquement c'est pas terrible. Mais je trouve que l'important c'est pas ça. L'important c'est que on puisse parler de ce reportage ensemble, qu'on puisse le débriefer. Moi j'ai hâte de voir vos commentaires dessus. Ce que je vous propose, c'est que déjà on va refaire un petit test technique. C'est que ce que j'aimerais, c'est que je vous diffuse mon reportage, donc qui est sur une immersion chez les pro-Trump. Et déjà, il faudrait que vous me disiez si le son du reportage est bon. Parce que je crois que malheureusement, comme voilà, encore une fois, j'ai pas installé de système de son, le son va peut-être pas être terrible. Donc Père Acetix, Pascal, Jérôme, si vous êtes encore là, je vais vous passer on va tester le début du reportage. Vous allez me dire si le son fonctionne. Voilà, c'est parti. C'est marrant. Ils voient le drapeau et ils savent. Nous sommes sur un parking juste en face de Mar-a-Lago, la luxueuse résidence de Donald Trump. Laurie et ses amis viennent ici pour afficher leur soutien à l'ancien président. Ils s'installent ici plusieurs fois par semaine, avec leur voiture et leurs provisions. Et ils ne tarissent pas d'éloges pour leur président. Il est différent de tous les autres présidents. Comment ça, différent? Il défend vraiment les gens. Il est du côté du peuple, c'est ça? Oui, à 100%. Trump a fait du bon. Alors, ok, je reprends la main. Est-ce que vous pouvez me confirmer? J'ai vu que Jérôme m'a dit que ça marchait. Comme dirait le chef, super nickel, merci. Fabrice me dit le son fonctionne bien. Bon, le son il est forcément pas aussi bon, j'imagine, que si j'avais du matos correct d'enregistrement. Là c'est vraiment artisanal, mais bon, ça va, vous entendez le reportage, tout va bien. C'est ça? Ok, alors l'idée, parce que voilà, moi, pour ceux qui me connaissent pas, je travaille à la télé, je travaille à France Info. C'est un reportage qui est passé sur France Info aujourd'hui.
Et en gros, à la télé, voilà, je l'ai déjà passé ce reportage, on en a discuté avec des experts, mais là, ce qui m'intéresse, c'est pas ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que j'ai vraiment envie qu'on en discute ensemble. J'ai envie qu'on puisse échanger là-dessus. Donc, j'imagine bien qu'il va y avoir quelques trolls qui vont se balader à droite à gauche, parce que ils sont toujours là quand je fais quelque chose. Mais même pour les gens qui sont pas d'accord avec mon travail, même pour les gens qui vont critiquer, ça m'intéresse aussi, tant que ça reste poli et courtois, pas de problème. Ah, il faudrait mute le micro. On entend le son via le micro pendant le reportage. Ah, ok. Mais ouais, mais je peux pas mute le micro parce que en fait, malheureusement, Manu, c'est bien le problème que j'ai, c'est que quand je mets les AirPods, malheureusement, ça marche pas. Parce qu'il prend mes AirPods, mais il coupe le son du reportage. Le reportage, en fait, il passe par mes écouteurs, enfin, par mon iPad, quoi. Donc voilà, ça marche pas. Agirtis, ah voilà, t'es peut-être un peu plus technique, si c'est bien la personne auquel je pense. Bon, voilà, donc je suis désolé, je vais demander à quelqu'un de venir m'installer du matos correct pour que j'arrive à le faire bien. Et je sais que Streamlabs, pour ceux qui font du streaming, il y en a plein qui le font. Donc sauf si Manu de Bot, tu sais comment on fait pour que ça coupe pas le son complètement, parce que moi je pense que ça va merder. Bah, je vais être obligé de le faire comme ça, donc désolé, ça va pas être très bon le son. Et puis, mais je pense que l'essentiel, c'est de toute façon le reportage, vous pourrez le revoir aussi après. L'essentiel, c'est qu'on puisse discuter, que j'ai vos retours. Vous pouvez me dire ce qui vous plaît, vous pouvez me dire comment vous ressentez les personnages que j'ai. Et je vais commencer par vous expliquer un peu pourquoi je suis allé là-bas. Donc moi, pour ceux qui me connaissent pas, ça fait longtemps que je travaille sur les questions de désinformation, sur les intox. On fait beaucoup de fact-checking. Et évidemment, Trump, c'est un cas à part. Il a gagné une campagne présidentielle, il a accédé à la Maison-Blanche en menant une campagne qui était largement basée sur des intox. Donc forcément, c'est un personnage qui m'intéresse, c'est un personnage qu'on a fact-checké depuis le tout début, auquel on s'est intéressé depuis le tout début. Et voilà, maintenant qu'il revient, parce que là il est en train de faire un grand retour en politique, il est en tête des sondages, en tout cas de pas mal de sondages, il y a des chances qu'il revienne à la Maison-Blanche en novembre prochain, et pourtant il continue à faire la politique de la même façon, c'est-à-dire qu'il continue à utiliser des fausses informations, des théories complotistes, en tout cas il surfe sur des théories complotistes, et du coup moi j'avais vraiment envie de comprendre pourquoi il était aussi populaire, pourquoi autant de gens étaient séduits par Donald Trump, alors que peut-être que vu d'ici, il surfe sur une façon de faire de la politique qui nous semble étonnante et même parfois incompréhensible, quoi. Enfin, moi, j'avais du mal à comprendre plein de choses. Et l'angle du reportage, mais je tiens à le préciser, c'est pas une vision théorique, analytique des fake news. Voilà, je cherchais pas à faire quelque chose d'intello qui explique dans le détail le phénomène de la désinformation. Ça, je le fais des fois, mais là, c'était pas le but. Là, ce que je voulais vraiment, c'est comprendre les gens qui sont fans de Trump et qui relaient des théories complotistes, parce qu'il y en a beaucoup. Pourquoi ils font ça? Qu'est-ce qui fait qu'une personne, d'un coup, se dit « Ouais, moi, je vais adhérer à des théories QAnon », alors que c'est quelqu'un qui semble tout à fait rationnel et il y avait, la plupart des gens que j'ai rencontrés étaient d'ailleurs très sympas, je tiens à le dire, j'ai été plutôt bien reçu, hein. Bon, alors pourquoi ils sont fans de Trump? Alors là, par exemple, il y a Imad qui me dit le président américain, c'est celui qui a fait le moins la guerre. Et c'est un argument qu'on m'a donné beaucoup. D'ailleurs, Imad, vous allez voir que dans le reportage, enfin tu vas voir que dans le reportage, il y a quelqu'un qui me le dit clairement, qui me dit Trump, ça a été moins d'inflation, une économie au top et pas de guerre. Donc lui, il dit c'est le meilleur bilan. Donc c'est sûr qu'il ne faut pas dire que l'élection de Trump, et en tout cas le retour en grâce de Trump actuellement, c'est uniquement dû au fait qu'il surfe sur la désinformation. Ça serait simpliste. S'il gagne, en tout cas s'il est en train de gagner, parce que c'est un peu ce qui est en train de se passer pour l'instant, c'est parce que c'est un homme politique qui est très habile, qui sait se faire sentir proche du peuple, on aura le temps d'en parler dans le reportage, qui a vraiment cette capacité à incarner un personnage politique vrai. Les gens à qui j'ai parlé ont l'impression que Trump c'est quelqu'un comme eux. Contrairement aux politiques de Washington, Trump ça serait quelqu'un comme eux. Donc Imad, oui, en plus il dit, il n'y a pas eu de guerre. Il y a eu des guerres, mais je veux dire, il n'y a pas eu de guerre aussi dangereuse, en tout cas pour l'Europe, que ce qui se passe par exemple en Russie, avec la Russie et l'Ukraine. Il n'y a pas eu de guerre comme ça. Alors après, est-ce que c'est grâce à Trump qu'il n'y a pas eu de guerre? C'est là que je ne suis pas tout à fait d'accord. Et les analystes politiques, en tout cas
des relations internationales, je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. C'est pas que Trump, est-ce qu'il y aurait eu la guerre si Trump avait été au pouvoir? Probablement. Mais bon, la question n'est pas forcément là. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de comprendre, d'un point de vue humain, pourquoi autant de gens se sentaient proches de Trump et pourquoi, alors que Trump raconte des sornettes et beaucoup de fausses informations, on le sait, il en a fait plein, comment ça se fait qu'il continue à adhérer à Donald Trump et à vraiment être unis derrière lui? Parce que j'ai vraiment senti que ses supporters, ils sont vraiment unis derrière lui. Voilà. Donc j'ai l'objectif de ce reportage, c'était vraiment de comprendre ça. Donc vous verrez, et vous me direz ce que vous en pensez, on a vraiment essayé avec Alexandre Gras de ne pas être dans une démarche où on a jugé les gens. Vous verrez que des fois ça m'arrive de faire des rencontres avec des gens et je les contredis, je leur dis mais non, c'est pas possible ce que tu me racontes parce que telle et telle chose. Bon, je contredis beaucoup. Là, c'était pas la démarche. Là, ce que je voulais, c'est écouter. Je voulais écouter les gens pour essayer de les comprendre, vraiment. Voilà. Donc après, ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec ce qu'ils racontent, ça ne veut pas dire que je sais que une partie des choses qu'ils racontent étaient complètement fausses, hein, je le sais, mais j'ai pas cherché à contredire parce que j'étais dans une démarche qui était de comprendre voilà, qui c'étaient ces gens, pourquoi ils le faisaient. Donc on va regarder le reportage ensemble. Là on est à peu près 1 millier ensemble. Si tout est OK pour vous, je vous propose qu'on regarde ce reportage ensemble. On va commencer. Peut-être on va attendre encore un peu parce que j'ai l'impression que ça monte encore. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, déjà donc je m'excuse pour le côté technique, hein, je sais que c'est pas terrible mon installation. J'ai pas de micro correct. La lumière, c'est la lumière de chez moi que j'ai installée tout seul. J'ai pas d'équipe technique derrière, donc c'est vraiment basique, hein, ce que je fais. Uniquement, le but c'est de parler avec vous, voilà. Du coup, si c'est uniquement écouter, y a-t-il un warning sur les fake news justement? Ah oui, d'accord. Warning, c'est-à-dire, est-ce que, alors Chartier, je ne connais pas ton prénom, désolé, est-ce que tu me demandes si pendant le reportage, je dis les moments où c'est faux, ou est-ce que eux, je leur ai dit ce que vous dites est faux? Je vais te répondre aux deux questions parce que j'ai pas bien compris, mais non, quand je parle avec eux, tu verras que je passe pas mon temps à leur dire ce que tu racontes est faux. Je dis rien, j'écoute ce qu'ils me racontent, et ensuite je vous le donne à voir, et après on en parle. Voilà. Il n'y a pas de discussion, je le fais des fois, mais là il n'y a pas de discussion où je rétorque argument contre argument, où j'essaie de contre-argumenter, c'est pas le but. Là c'est vraiment d'essayer de comprendre ces gens-là. Et après, dans le reportage, vous verrez, on va pouvoir en parler ensemble, parce qu'on va le regarder par étapes, mais vous verrez que les fake news qu'on me sort, je les débunk pas pendant le reportage. Pourquoi j'ai choisi ça? Parce que j'aurais pu faire un reportage où en fait, à chaque fois qu'on me sortait une fausse information, j'allais la débunker et dire voilà pourquoi c'est faux. Je ne l'ai pas fait, sauf à un moment où vous verrez dans le reportage. Mais parce que c'est pas ce que je voulais. En fait, ce que j'ai fait, c'est que ils m'ont sorti pour la plupart des choses qui étaient vraiment énormes, c'est-à-dire des théories complotistes, des choses. Vous verrez, le premier personnage donne bien la couleur. C'est des choses qui sont assez extraordinaires. Donc, j'allais pas, par exemple, expliquer pourquoi non, il n'y a pas des tunnels par lesquels des pédophiles transmettent des enfants sous le Capitole. J'allais pas passer du temps à débunker ça. Je veux dire, c'est lunaire et je connais cette théorie qui circule aux États-Unis, mais je veux dire, je pense que c'est pas quelque chose qui se fact-check. Moi, je passe pas du temps à fact-checker. Est-ce que voilà, on sait évidemment qu'il y a de la pédophilie dans le monde, il y a des réseaux pédophiles, ça existe, mais de dire que sous le Capitole, il y aurait des tunnels qui partent pour aller à d'autres endroits par lesquels on fait des trafics humains, voilà. Donc, donc Chartier, je pense que tu as compris. Ok, bon, on est presque 1400 ensemble, donc on va regarder ce reportage qui s'appelle Make America Fake Again. Je pense qu'on aura tous compris le jeu de mots. Et ce que je vais faire, c'est que quand je vois des commentaires, c'est-à-dire que vous me mettez des commentaires, là je les vois qui s'affichent, je m'arrête, quand je vois qu'il y a beaucoup de commentaires sur une séquence, je m'arrête et on en parle. Ok, puis après je reprends le fil du documentaire. Évidemment, si d'un point de vue technique ça marche pas bien, arrêtez-moi tout de suite, me laissez pas streamer pour rien. Si vous voyez que le son du documentaire est pas bon et que ça marche pas, vous m'arrêtez, vous me dites stop Julien et on arrête. Ok, donc le but c'est que vous commentiez, je lis tous vos commentaires, là ça s'affiche. Donc salut mes amours,
voilà. Chartier, Imad, je vous vois. Donc allez-y, on y va. Et n'hésitez pas à commenter. C'est le but de ça, c'est uniquement de parler. Encore une fois, moi je travaille à la télé, donc ça m'arrive de toucher beaucoup plus de gens avec mes reportages. Mais là, l'avantage, c'est que je peux en parler avec vous. C'est ça qui m'intéresse. On est parti ? Allez, c'est parti. Je recommence le début du reportage. C'est marrant. Ils voient le drapeau et ils savent. Nous sommes sur un parking juste en face de Mar-a-Lago, la luxueuse résidence de Donald Trump. Laurie et ses amis viennent ici pour afficher leur soutien à l'ancien président. Ils s'installent ici plusieurs fois par semaine, avec leur voiture et leurs provisions. Et ils ne tarissent pas d'éloges pour leur président. Il est différent de tous les autres présidents. Comment ça, différent? Il défend vraiment les gens. Il est du côté du peuple, c'est ça? Oui, à 100%. Trump a fait du bon boulot quand il était président. On a eu 4 années de paix et de prospérité jusqu'au Covid. Le prix de l'essence au plus bas et pas de nouvelle guerre. En tant que travailleur, vous vous sentez proche de lui, celui qui habite dans ce palais. J'y suis allé, j'ai été invité. Et oui, il nous comprend. Il comprend les gens simples des États-Unis. Donald Trump est pour eux le président du peuple, contre les élites corrompues de Washington. Mais sous les discours politiques classiques, il ne faut pas creuser longtemps pour voir apparaître des théories complotistes. Laurie est notamment persuadée de détenir des informations secrètes. QAnon vous demande de chercher, alors vous avez trouvé quoi? Il y a beaucoup de choses que je n'aurais pas aimé découvrir, croyez-moi. J'ai passé des heures à vérifier, en espérant que ça serait faux. Mais il y a des choses vraiment horribles. Vous voulez que je vous dise tout? Oui, dites-moi tout. Le vrai problème, c'est la pédophilie et le trafic d'enfants mondial. Il y a des tunnels qui passent sous la Maison Blanche et qui continuent partout dans le monde. Ils frappent les enfants, ils les torturent, parce qu'ils veulent faire monter l'adrénaline dans leur sang. L'adrénochrome, c'est ça? Oui, et ils vendent ça. Mais d'où vous tenez ces informations? Mes infos viennent du réseau Telegram, parce que ce n'est pas censuré. Des tunnels sous le Capitole, un réseau de pédophilie mondiale, des gens qui boiraient le sang des enfants. Toutes ces théories macabres viennent du mouvement QAnon, un réseau complotiste qui officie sur les réseaux sociaux. À quelques centaines de mètres de là, je rencontre des pêcheurs. Alors, on va déjà, je pense, faire une petite pause ici. Parce que déjà, je pense que c'était un moment important du reportage. Ce personnage de Laurie que j'ai rencontré sur le parking qui est en face de Mar-a-Lago, hein, c'est vraiment... il y avait Mar-a-Lago qui était à 200 mètres à côté, et on le voyait, et c'est un parking, en fait, pour vous présenter le lieu. C'est vraiment un parking qui était sur un pont avant d'arriver à Mar-a-Lago, et c'est un endroit où les pro-Trump, les plus acharnés de la région, on est en Floride, viennent régulièrement pour se mettre sur ce parking. Ils ont des drapeaux, parfois ils ont carrément des voitures qui ont été customisées avec des portraits de Trump et tout ça, et ils se mettent sur le bord de la route et ils font des signes aux gens, et ce qu'ils attendent, ce qu'ils espèrent, c'est qu'à un moment Donald Trump va passer, et Donald Trump passe souvent avec son cortège de voitures, et voilà, le rêve pour eux, c'est d'avoir Donald Trump qui leur fait un coucou de la main. Et il y a un des personnages qui m'a dit que Donald Trump, une fois, les avait même invités à l'intérieur de Mar-a-Lago. Mar-a-Lago, c'est un peu une résidence ultra surveillée. Si vous regardez sur les côtés, il y a des postes avec des snipers de partout. C'est très 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 protégé, évidemment, mais c'est une résidence dans laquelle il y a la résidence de Trump, me semble-t-il, mais il y a aussi des salles de conférence. Voilà, c'est très très grand, quoi. Voilà. Bon, du coup, moi, ma première étape, ça a été d'aller là parce que je savais qu'il y avait des gens qui s'y retrouvaient, j'avais envie de discuter avec eux.
Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que, voilà, déjà, l'ambiance, elle est assez cool. C'est-à-dire que c'est des gens qui viennent parce que, quelque part, c'est aussi une façon de retrouver des potes. Ils font des barbecues, des fois ils dorment dans leur voiture, et on sent que ils ont un vrai plaisir à être ensemble, à discuter. Sur ce point-là en particulier, ça ressemble un peu au rond-point des Gilets jaunes qu'on a pu avoir en France. Donc voilà, ils sont en train de discuter entre eux. Bon, et au-delà de ça, politiquement, ils tiennent à la fois des discours qui sont des discours classiques que voilà, Trump a été un bon président, que au niveau du pouvoir d'achat, il avait vraiment fait des efforts, etc. Bon, classique. Et puis, très rapidement, ça dérive vers des théories complotistes. Et honnêtement, avec Laurie, j'aurais pu vous en mettre pendant 20 minutes. Elle m'a sorti toutes les théories QAnon les unes après les autres. Elle était vraiment persuadée de... voilà, vous verrez qu'ensuite il y aura des climato-sceptiques, des gens qui évidemment tiennent des propos complotistes sur les élites mondiales, qui organiseraient des réseaux, soit pour esclavagiser la population. Enfin, vous verrez, il y a énormément de théories complotistes qui m'ont été sorties. Mais voilà, j'ai trouvé ça... C'était un endroit qui était intéressant. Je rappelle que là, vous pouvez poser des questions, il n'y a pas de problème. Là, j'ai Citadin qui me dit qu'il faudrait un logo, un texte quand il y a des propos faux. Ouais, alors vous êtes plusieurs à me dire ça. Moi, je suis parti du principe que, encore une fois, le but, c'était pas de faire du debunking. Moi, en général, je fais du fact-checking, donc je vérifie les informations et je dis c'est vrai, c'est faux et j'explique pourquoi. Bon, ça, c'est mon travail quotidien. Là, j'y allais pas dans cette démarche-là. J'y allais pour essayer de discuter avec les gens et de comprendre les mécanismes qui font que ces gens-là se mettent à croire à des théories complotistes. C'était vraiment pour comprendre. Donc, le but, c'était pas de faire du debunking. Et honnêtement, Citadin, quand tu écoutes les théories qu'on m'a ressorties, je pense que est-ce que j'ai vraiment besoin de débunker le fait qu'il n'y a pas des tunnels de pédophiles sous le Capitole ou voilà, que QAnon serait quelqu'un à l'intérieur du gouvernement américain qui donne des informations sur les réseaux pédophiles mondiaux. Bon, je pense que tout ça, c'est quand même des théories voilà, qui sont très perchées et j'avais pas envie de passer mon temps à débunker ça. Voilà, j'ai autre chose à faire. En revanche, ça me semblait intéressant de comprendre pourquoi ces gens y croyaient et pourquoi Trump, alors il n'en parle pas directement, mais pourquoi il surfe avec ça. Parce qu'en fait, il va jamais parler directement de ces thèmes-là, mais enfin, il va jamais condamner non plus. Il va jamais se désolidariser et il surfe un peu allègrement là-dessus, quoi. Clémy, merci, le son est bon. Ah bon, c'est pas vrai, les reptiliens, me dit, les bros étaient tombés aussi sur des platistes. Non, platistes, non. Personne m'a dit la Terre est plate. Mais honnêtement, Laurie, elle était sûre de rien. Par exemple, son fils, on le voit à un moment, c'est un barbu à qui je parle au début. Et lui, il croyait à des choses complètement hallucinantes. Il pensait que, en fait, Joe Biden, c'était un faux Joe Biden, et que, en fait, il avait un sosie, et que c'était le sosie qui était sorti à sa place parce qu'il était trop vieux, et donc il se servait d'une sorte de sosie de Joe Biden pour le montrer en public, parce qu'en fait, Joe Biden serait mort, ou alors, en tout cas, il serait plus capable de parler du tout. Donc lui, il en était persuadé, par exemple. Donc ça allait très loin. Ça allait très loin. Alors là, j'ai l'émission Anti-complot de Thomas Huchon. Mettez ce genre de logo pour dire juste que ce sont des propos avec lesquels il faut être prudent. Ouais, d'accord, ouais, j'entends. Alors écoute, moi je suis pas fermé à le fait de mettre un logo, mais je pense que si vous regardez le reportage, c'est assez clair que c'est des théories complotistes. Je le dis d'ailleurs dans le com, c'est-à-dire dans ma voix. Et vraiment, j'ai pas... Quand j'aborde des fausses informations, en général je le fais. Là honnêtement, sur ce genre de théories complètement complotistes, je suis pas rentré là-dedans, mais j'entends ce que vous dites. Hein. Je pense pas que la plupart des gens votant pour Trump soutiennent des théories complotistes. Bah, Imad, c'est intéressant ce que tu dis, parce que y a des études qui ont été faites, des sondages, et il y a près de 25%, je crois que c'est entre 20 et 25% des électeurs de Trump qui adhèrent aux théories QAnon, ou en tout cas au moins à une théorie QAnon. Donc près 20%, donc c'est absolument énorme, hein, 20% des électeurs de Trump. Je crois même que c'est des partisans des républicains, il faudrait vérifier. Mais je veux dire, c'est des proportions importantes. Et moi, quand je dis que les gens m'ont sorti ce genre de théorie, c'était pas une ou deux personnes que j'ai rencontrées au hasard, c'est beaucoup de gens. Beaucoup, beaucoup de gens. Alors, je dis pas que c'est la majorité, mais je dis voilà, là, on est sur 20%, ça me semble pas du tout déconnant que il y a aussi par exemple des créationnistes. Dans les gens qu'on a rencontrés, il y avait des gens qui étaient
évangélistes, donc des gens qui, par conviction religieuse, refusaient de croire à Darwin, par exemple, aux théories de l'évolution, ils n'y croyaient pas. Voilà, j'ai pas rencontré de platistes, mais faut pas croire qu'aux États-Unis, les théories complotistes de ce niveau-là, c'est-à-dire que c'est vraiment hardcore, ça soit si minoritaire que ça. Et en France, je suis pas sûr que ça soit pas non plus en train de grandir. Faut pas non plus croire que les États-Unis c'est très loin et que nous c'est complètement différent. Je pense qu'il faut se garder de croire qu'on est beaucoup bien mieux que les Américains là-dessus. Alors je lis toujours vos commentaires. C'était pas la vraie Laurie, mais un clone. La vraie, elle est déjà à Guantanamo. Ouais, non, c'était la vraie Laurie, je vous promets. C'était la vraie Laurie. Et là, c'est du complotiste chimiquement pur, me dit Jérôme. Ouais, mais en fait, moi, vous allez voir dans ce reportage que j'essaie de comprendre, c'est pourquoi les gens adhèrent à ça. Qu'est-ce qui fait que Laurie, elle se dit à un moment, moi je vais suivre QAnon, alors que QAnon sort des choses des fois qui sont complètement aberrantes, ou qu'elle va effectivement... Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Moi j'ai plein... D'ailleurs on peut en discuter ensemble. Pourquoi vous pensez que ces gens tombent dans ces théories complotistes? C'est intéressant la question. Moi j'ai pas la réponse, mais déjà un facteur qui est clair, et je m'en suis aperçu, c'est que c'était des gens qui se sentaient méprisés par les élites de Washington. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression que les élites et les gens qui voient à la télé, il y a un mépris pour eux, ils se sentent complètement mis de côté. Là, je parle du personnage de Laurie, on va voir beaucoup d'autres personnages pour lesquels c'est différent, mais pour elle, je pense qu'il y a ce côté, on est loin d'eux, ils nous comprennent pas, ils s'en fichent de nous, et donc finalement, quand on a trouvé quelqu'un qui nous parle et qui nous prend en compte, on le suit à 100%. Et après, il peut nous dire n'importe quoi, c'est pas grave, parce qu'on a formé une communauté. Elle avait l'impression que sur ce parking, elle avait ses frères et ses sœurs et vraiment les gens qui comptaient pour elle. Psychologiquement, on sentait qu'elle avait retrouvé une famille, quoi, et un passe-temps aussi. Et une fois qu'on a trouvé ces gens avec qui on fait une communauté, finalement, ce qu'on nous raconte, si on nous dit la Terre est plate, soit la Terre est plate. Du moment que mes potes et ma communauté, on est tous à dire la Terre est plate, on va aller dire la Terre est plate. Voilà. Et c'est un lien très fort. Et honnêtement, pour faire de la politique, c'est aussi une façon d'avoir une base de gens qui sont quasiment fanatisés et qui vous suivent n'importe où. Alors là, j'ai Kanesha qui me dit QAnon, si tu veux connaître la génétique. Oui, ça vient de 4chan, c'est vrai, ça vient des forums 4chan. Là, j'ai Marine qui me dit aujourd'hui de plus en plus de jeunes les évoquent facilement, contrairement à il y a plusieurs années. Ouais, mais c'est vrai. Et Marine, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que, alors déjà en France, il y a une libération de la parole là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a encore 30 ans, les gens qui croyaient à des théories complotistes, ils évitaient de le dire en public, ils gardaient ça pour eux, ils en parlaient dans des petites communautés, dans des réunions entre eux, etc. Maintenant, c'est beaucoup plus accepté et acceptable. C'est-à-dire qu'il y a des hommes politiques, même si ce n'est pas les principaux, qui surfent là-dessus, qui en parlent ouvertement, et du coup, ça devient acceptable et normalisé de croire à des théories complotistes et de dire des choses qui sont clairement des fausses informations, en tout cas, qui pour l'immense majorité des gens, on a accepté que c'était des fausses informations. Et c'est devenu acceptable. Et aux États-Unis, on est à un niveau encore supérieur de ça. C'est-à-dire qu'il y a une liberté de parole à ce niveau-là. Ils sont très attachés à leur liberté d'expression, ce qui est bien. Mais du coup, ça donne vraiment vous allez voir dans le reste du reportage, je pense qu'on va passer au reste du reportage, on va regarder la suite. Il y a une libération de la parole qui est incroyable. C'est-à-dire qu'on peut dire absolument tout et n'importe quoi, des choses très haineuses, des choses très violentes, mais aussi des choses complètement fausses. Et il n'y a aucune honte à le dire. C'est-à-dire qu'on le fait de façon entièrement désinhibé. Voilà. Moi, ça m'a étonné, c'est c'est complètement désinhibé la parole sur ces sujets-là. Bon, je vous propose qu'on continue, parce que Laurie, c'est pas le seul personnage de mon reportage, il y en a plein d'autres. Laurie, elle montre une facette des États-Unis et des supporters de Trump. Donc c'est plutôt c'est une classe sociale plutôt défavorisée, des gens qui sont en difficulté, qui dorment dans leur voiture sur un parking en attendant Trump. Voilà, ça existe et c'est une classe sociale à laquelle Trump parle beaucoup, mais c'est pas le seul type de personnage, et je vous propose qu'on regarde la suite et vous allez voir bien d'autres personnages qui sont aussi, à mon avis, très intéressants, quoi. Voilà. Y a-t-il une frange d'électeurs démocrates qui adhèrent à des théories complotistes? Alors, sûrement moins, mais ça existe aussi. On pourrait parler de Kennedy, Robert Kennedy, qui vient des démocrates et qui aussi a des théories un peu complotiste. Bon, on pourra en parler. Pourquoi ma vie est pourrie? C'est à cause des autres. Trouver des coupables, ça réconforte.
c'est pas complètement faux. Allez, on va continuer à parler. Je rappelle que moi, je livre tous vos commentaires. Le but, c'est qu'on en parle. Donc, vous continuez à commenter. Sweet Orient, Fabrice, Citadin, ou Citadine, je sais pas, si, le Citadin. Allez-y, commentez, et je lis tout. Et je recommence le reportage, comme ça, on peut en parler. C'est parti. Les gens qui boiraient le sang des enfants, toutes ces théories macabres viennent du mouvement QAnon, un réseau complotiste qui officie sur les réseaux sociaux. À quelques centaines de mètres de là, je rencontre des pêcheurs, deux Amériques qui ne se croisent jamais. Il ment tout le temps, il invente des histoires. Rien de ce qu'il fait ou de ce qu'il dit ne s'appuie sur des faits. Il dit qu'il veut rendre sa grandeur à l'Amérique, mais il se fout de l'Amérique. La seule chose qui l'intéresse, c'est Donald Trump. Et si l'Amérique n'a que ça pour la représenter, alors l'Amérique va avoir des problèmes. Il va y avoir de gros problèmes s'il est réélu. Il y a plus de 10 ans, Donald Trump est arrivé en politique avec une fake news sur Barack Obama. Pendant des années, j'ai pensé qu'il était né aux États-Unis, à Hawaï. C'est ce que je pensais. Mais plus je m'y intéresse, et plus ça me semble suspect. Il accusait l'ancien président d'avoir la nationalité kenyane, une pure intox qui lui a soudainement donné le statut d'opposant politique. Depuis, il n'a jamais cessé de jouer avec la désinformation pour rallier ses troupes. Une stratégie qui a profondément modifié la politique aux États-Unis. Ce bouleversement est particulièrement visible en Floride, l'Amérique rêvée de Donald Trump. La Floride est aujourd'hui un État rouge, acquis au Parti républicain. C'est encore plus vrai ici, aux Villages, une sorte de ville privée de près de 80 000 habitants où ne vivent que des retraités. Sous ce chapiteau se prépare une soirée de soutien à Donald Trump. Ici, tout le monde en est persuadé, la précédente élection a été volée par les démocrates. Et on nous le rappelle d'ailleurs dès l'entrée. Ce document explique comment lutter contre les fraudes électorales. Parce que vous pensez qu'il va y avoir des fraudes. Oui, il y en a toujours. Quelques pas plus loin, un stand de goodies. Des chapeaux Trump, des chaussures Trump et un vendeur qui nous résume les valeurs de l'Amérique. Voilà en quoi on croit en Amérique. La Constitution, la religion chrétienne et le conservatisme. On défend la Constitution, la Bible et le droit d'avoir une arme. Nous tombons sur une dame qui vient d'acheter un produit étrange. C'est du papier toilette. Mais pourquoi vous avez Biden sur ce rouleau? Je l'ai acheté pour mon beau-frère. Joe Biden, c'est un danger pour notre économie et pour notre sécurité. Trump parle comme un charretier, c'est vrai, mais je m'en fiche. Il fait du bon boulot. Amen. God bless you. Welcome. Un moment de communion en écoutant l'hymne américain, puis à la tribune se succèdent des élus locaux du Parti républicain. Le wokisme a pris le contrôle des administrations américaines. Mais la star de la soirée, c'est lui, Lou Dobbs, un ancien journaliste de Fox News. Il a été licencié après avoir affirmé à de nombreuses reprises que l'élection de Joe Biden avait été frauduleuse. Ce président, Joe Biden, il est illégitime. Son combat aujourd'hui, c'est l'immigration illégale à la frontière sud des États-Unis. Combien de fois vous avez vu Joe Biden à la frontière texane? Et maintenant, comparé avec le président Trump. Un discours qui fait mouche, le public est conquis, et cet homme tient à me le dire, en matière d'immigration... Alors, ouais, je propose qu'on s'arrête 2 secondes ici, parce que on va passer à ce personnage après, avec une casquette qui est intéressant, avec qui j'ai parlé assez longuement, donc je vais vous en parler un peu plus longuement, mais déjà je vois des questions, donc je vais y répondre. Alors, bon, déjà le citadin, ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure.
le mensonge, on n'a plus honte de mentir finalement. C'est ça qui est fou, c'est qu'il y a un côté, Trump il a été pris la main dans le sac à de nombreuses reprises, on l'a vu quand il disait que Obama avait la nationalité kenyane et donc il ne pouvait pas se présenter à l'élection présidentielle américaine. Ça c'était un mensonge, mais évident. Et il a été ensuite débunké, ça a été dit, redit, et il a mis du temps à finalement reconnaître « Ah oui, je m'étais trompé ». Mais c'est dingue, il est passé à autre chose tout de suite. Il a dit « Ok, je me suis trompé, c'est pas grave », et il passe à autre chose. Et il fait ça tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait, parfois il reconnaît qu'il s'est trompé et il passe à autre chose. Et parfois il reconnaît jamais. Et c'est devenu totalement acceptable. Donc si c'est acceptable pour le 45e président des États-Unis, a priori c'est acceptable pour tout le monde. Et donc on est en train finalement de rendre totalement acceptable le fait de dire absolument n'importe quoi et de mentir, pas seulement en politique. Moi je pense que ça va rentrer dans la vie courante. C'est plus grave, la vérité, les faits, c'est plus important. On peut faire de la politique avec n'importe quoi. Alors Sweet Orient me dit, on parle en ce moment des jeunes et des réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux ont bien plus impacté les anciennes générations que les nouvelles. Je suis assez d'accord avec toi, Sweet Orient. Je trouve qu'on n'arrête pas de dire, finalement les jeunes croient de plus en plus à des théories complotistes, les jeunes, ils avalent tout ce qu'on leur raconte, les jeunes et les fake news, c'est un gros problème. Moi je pense qu'il faut vraiment s'intéresser, pas seulement aux jeunes, et j'ai l'impression que quand ces réseaux sociaux ils tombent entre les mains de gens plus âgés, qui sont pas des natifs, qui sont pas nés avec, mais voilà, moi j'en fais presque partie, puisque moi quand j'étais gamin, il n'y avait pas les réseaux sociaux, hein, et je pense que ça peut encore plus enfermer. C'est-à-dire que je vois beaucoup, et je suis sûr que vous le voyez autour de vous, des gens qui ont plus de 60 ans, plus de 70 ans, et qui sont complètement enfermés dans des réseaux sociaux. Alors c'est peut-être Facebook, plutôt que TikTok, mais ils créent des communautés entre eux, ils sont dans une bulle, et ils n'en sortent plus. Et ceux qui croient le plus à des théories complotistes, qui n'arrivent pas à en sortir, et qui sont complètement acharnés à défendre ces théories-là, moi je pense que c'est plutôt des gens plus âgés. Les jeunes, ils naviguent, ils passent d'un truc à un autre, ils tweetent, ils retweetent, ils s'amusent, mais ils ne sont pas forcément aussi acharnés dans leur croyance, quoi. Voilà. Et je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Chris Carr me dit Space QAnon en français en cours. Donc il y aurait des QAnon qui sont en train de faire un space en même temps que moi. D'accord, bon, j'espère qu'ils vont... Alors, soit ils ont fait exprès parce qu'ils ont vu que j'ai annoncé le space et ils se sont dit, tiens, on va le faire en même temps. Bon, j'espère juste qu'ils vont pas débarquer parce que, franchement, je leur ai parlé dans le reportage, mais j'ai pas envie non plus de passer... qui pourrissent le chat et que ça soit plus que des questions complètement lunaires. Voilà, bon, restez avec moi plutôt que d'aller sur le chat QAnon. Agirtis... qui je connais, me dit c'est super inquiétant, surtout que ça arrive en France aussi. Ouais, c'est quelque chose qu'on va discuter, je pense, tout au long du reportage. Moi, si je suis allé aux États-Unis, en Floride, c'est pas simplement parce que les États-Unis m'intéressent. C'est parce que la façon de faire de la politique aux États-Unis en ce moment, ce qui est en train de se passer dans la société américaine, avec cette désinformation qui crée une société très clivante, où il y a vraiment presque un sentiment de guerre civile aux États-Unis. Je sais pas vous, mais moi, j'ai l'impression que c'est des mécaniques qui sont aussi en train de se passer en France. On est en train de vivre ce genre de choses. Et comprendre le modèle américain, même s'il est assez différent on pourra en parler, c'est pas la même chose que la France quand même, les États-Unis. Mais la mécanique en route, je crois malheureusement qu'elle est aussi en route en France. Voilà. Allez, on va continuer un petit peu. Et donc là, je vous présente ce monsieur qui va arriver. Donc, j'étais donc dans ce rassemblement pro-Trump. Là, c'était vraiment un rassemblement où il y avait Lou Dobbs, qui est donc un ancien journaliste de Fox News, qui est assez connu. Il y avait des élus républicains. C'était quelque chose d'assez officiel, hein. Et c'était pour le Super Tuesday. Donc, c'était au moment où ils regardaient la télé pour voir qui allait être élu entre Nikki Haley et Donald Trump pour les primaires américaines, et c'est Donald Trump qui a gagné. Mais bon, c'était un événement organisé. C'est pas du tout les circonstances de Lori. Lori, c'était sur un parking, quelqu'un qui n'était pas dans une organisation particulière. Là, on est vraiment sur des gens qui sont les républicains de Floride, organisés, qui se sont mis tous en ordre de marche derrière Trump, parce que Trump, maintenant, il a le contrôle du parti républicain. Donc là, le contexte, c'est ça. La soirée se finit. Et alors que la soirée se finit, je tombe sur ce monsieur qui, j'en arrive à parler de la France. Vous allez voir, il avait l'impression de savoir ce qui se passait en France. Allez, je passe sur lui. Un discours qui fait mouche, le public est conquis,
Et cet homme tient à me le dire, en matière d'immigration, l'Europe est clairement l'exemple à ne pas suivre. Pourquoi j'aurais envie d'aller à Paris quand je vois des voitures renversées et brûlées dans la rue? Vous pensez que Paris va mal? Il me semble, oui. Et vous voyez ça où? Je le vois quand je vais sur YouTube. Mais plutôt que de croire YouTube, vous ne devriez pas venir en France vous-même? Ça va de plus en plus mal. Et pourquoi vous pensez qu'on a ce problème avec l'immigration? On cherche peut-être à se débarrasser de la population historique de la France et de l'Allemagne. L'élection américaine se tiendra en novembre prochain. Ouais, alors là, je voulais m'arrêter sur ce personnage. Ce monsieur, je vais vous le remettre peut-être pour que vous le voyez. Donc lui, il avait vraiment envie de parler, hein. C'est pas moi qui l'ai forcé, je veux dire, on est resté longtemps à parler. Là, j'ai mis un bout de ma conversation avec lui. Et alors vraiment, lui, c'était très étonnant parce que, alors évidemment, ils étaient sur un truc très patriotique, très l'Amérique, America First, etc. Mais vraiment, il y avait un mépris pour la France qui était incroyable. Pour lui, on était un pays qui sombrait dans le chaos, qui allait pas bien, où il y avait une sorte des valeurs qui se perdaient. Alors ça, je pense que ça se retrouve en France, il y a des gens qui disent ça aussi en France, mais son avis, en tout cas, lui, la France, ça allait très mal. Il avait l'impression que, voilà, la France, il y avait de la violence tout le temps, il avait ces images de voitures en feu partout, et un truc intéressant qu'il m'a dit, c'est que j'ai essayé de comprendre sur quel réseau il s'informait, et il m'a dit, et d'ailleurs, vous avez interdit une association il n'y a pas longtemps, en France, il n'y a pas de liberté d'expression. Alors j'ai essayé de comprendre de quelle association il parlait, et en fait il parlait de Génération Identitaire. Donc il était au courant quand même de Floride, qu'il y avait eu une interdiction de cette association d'extrême droite, Génération Identitaire. Je trouvais ça intéressant. Et voilà, le modèle français, pour lui, c'était l'anti-modèle complet, la preuve que l'Europe allait mal. Et l'idée, c'était qu'en France, aux États-Unis, lui, il se battait pour que ça n'arrive pas aux États-Unis, quoi, vraiment. Alors là, je vais lire vos commentaires. La désinformation, c'est Marine qui me dit ça. N'a-t-elle pas toujours existé ? Sauf qu'aujourd'hui, elle est plus vite vérifiable. Alors oui, Marine, la désinformation, elle a toujours existé. Je pense que, par exemple, les théories du complot, on peut remonter au Moyen-Âge avec ces théories. On disait qu'à l'époque, les Juifs empoisonnaient les puits, pareil, kidnappaient des enfants. C'est des choses qui remontent au Moyen-Âge, sûrement avant. Il y a sûrement des théories du complot avant encore le Moyen-Âge, donc ça a toujours existé. Et ça se transmettait, déjà, j'imagine que sur des papyrus, on pouvait transmettre de la désinformation. Ce qui a tout changé quand même, c'est les réseaux sociaux. Je pense vraiment fondamentalement que ça a fait entrer la désinformation dans l'ère du plus grand nombre. C'est-à-dire que c'est devenu mainstream, la désinformation. C'est plus quelque chose qui est réservé à quelques personnes qui sont sur Internet. Encore au moment du 11 septembre, les attentats du 11 septembre, il y avait déjà des complotistes qui étaient persuadés que les tours jumelles, elles avaient été abattues par la CIA ou qu'il y avait d'autres théories. Bon, ça existait déjà, c'est vrai, Marine. Mais la différence, c'est que ça touchait quand même des communautés qui étaient limitées. On n'avait pas tous dans notre famille quelqu'un qui venait à table nous dire bah oui, moi je crois à ça, et là on hallucinait. C'était quand même assez rare. Enfin, je sais pas vous pouvez me le dire dans les commentaires, mais je pense que nous maintenant on a tous autour de nous des gens qui sont persuadés de ce genre de théorie qui il y a 30 ans paraissait lunaire à l'immense majorité des gens. Et encore une fois, c'est important de voir les gens que je vous montre là. C'est pas une ultra-minorité des Américains et je les aurais choisis juste pour faire le buzz sur les réseaux sociaux et donner l'impression que les Américains sont tous fous. Non, j'ai parlé à beaucoup de gens et beaucoup de gens m'ont sorti ce genre de choses dans les pro-Trump. Alors après, je suis pas allé à New York, je suis pas allé... c'est un reportage sur les pro-Trump de Floride. Mais c'est pas des exceptions, c'est important de le voir. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai comme... Le grand remplacement fait de l'écho aux US, ouais. Beaucoup m'ont ressorti le mot grand remplacement, c'est vrai. Et donc d'ailleurs, je leur disais que c'était une théorie qui venait de France. Alors je sais pas si ça, du coup, ça leur redonnait foi en la France, mais en tout cas, oui, ce mot, même grand remplacement, ils l'utilisent là-bas. Il n'y a pas que
Paris qui va mal. Alors après, voilà, Kanesha, je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de problème en France, hein, et je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des voitures qui brûlent régulièrement, je suis pas en train de dire que la violence n'existe pas, qu'il n'y a pas de problème. Non, 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 non. Je dis juste que ce monsieur, ce qui sortait de la France, c'était vraiment ce qu'il avait lu sur les réseaux sociaux et ce qu'il avait vu sur YouTube. Il n'était jamais allé à Paris et il ne regardait jamais un média classique, hein. Il ne faisait que s'enfermer dans des boucles Telegram ou des réseaux sociaux qui lui disaient qu'à Paris c'était le chaos. Alors après on pense ce qu'on veut de la France et de Paris, mais c'est pas le chaos. On n'est pas dans un... Enfin, je pense que quand vous sortez le soir, vous n'avez pas l'impression que vous allez vous faire tuer à chaque coin de rue. Et encore une fois, les États-Unis, je pense qu'en termes de violence, pour l'instant, ils sont à un niveau supérieur. Alors, ce qui frappe d'un point de vue sociologique, c'est la récurrence des profils. Alors là, il faudrait expliquer, Milano, ce que tu veux dire par c'est la récurrence des profils, parce que là, tu vas voir qu'il y a des profils très différents entre Laurie, qui est quelqu'un plutôt de la working class, quelqu'un de, je pense, assez pauvre, et puis les gens qu'on va voir plus tard. Vous allez voir qu'il y a des profils très différents. Alors, bon exemple de fausse connaissance, ceux qui ont expliqué au ministre qui était l'ambassadeur d'Iran. Oui, alors après, sur les réseaux, effectivement, il y a pas mal de gens qui croient savoir des choses et qui se plantent. Bon, bah après, c'est comme dans la vraie vie, j'ai envie de dire. Un comique disait que ce sont les GG du PMU qui se sont retrouvés sur Internet et les réseaux pendant les confinements. Je commence à le croire. Et c'est pas Fabrice Eboué qui dit ça? Je sais pas, mettez-le dans les commentaires. Il me semble que c'est Fabrice Eboué. Mais oui, il y a le côté, ces gens-là, qui c'est très complotistes, ont toujours existé, mais la différence, c'est qu'effectivement, maintenant, ils se retrouvent, ils créent des groupes et ils deviennent presque des forces politiques, quoi. Donc, le contexte a changé. Ok, donc je vais recommencer le reportage. Je vais vous faire écouter une séquence. Alors là, pour le coup, vous allez découvrir est-ce que c'est maintenant ou pas? Je vais vous dire, il y a un personnage qui est très intéressant qui arrive bientôt, c'est Vic Mellor, qui est un multimillionnaire américain que j'ai rencontré, et vous allez voir que lui, il est très intéressant. Et il y a aussi, je vais quand même parler à des experts à des moments du reportage. Il n'y a pas que des personnages comme ça un peu haut en couleur et étranges, il y a aussi des gens qui essayent de donner du fond. Ok, donc je vous fais écouter la suite du reportage, et toujours pareil, c'est vraiment important, vous n'hésitez pas, vous commentez au maximum, moi je lis tout, et le but, bah, c'est que je prenne vos commentaires et qu'on en parle. Allez, c'est parti. L'élection américaine se tiendra en novembre prochain. Et dans cette campagne, tous les coups sont permis. Même le recours au pire mensonge. Bonjour. Bonjour, bienvenue à Pointer. Katie Sanders, la lutte contre les fausses informations, c'est son métier. Et la méthode Trump, elle la connaît par cœur. Quand il était au pouvoir, il a beaucoup utilisé de fausses informations. Est-ce qu'il a changé ? Il va encore plus loin aujourd'hui que lors de sa précédente campagne. L'immigration, par exemple, c'est vraiment ce thème qui l'a porté vers le pouvoir. Eh bien, en 2024, il fait encore 2 ou 3 fois plus de propositions controversées sur ce sujet. Et il utilise des intox pour justifier ses propositions. Par exemple, il y a un sujet chaud en ce moment, à la frontière sud du pays. Il y a effectivement beaucoup de gens qui essaient d'entrer aux États-Unis et qui demandent à bénéficier du droit d'asile. Alors ce que dit Trump, c'est que les démocrates organisent tout ça délibérément. Il ferait venir ces gens pour qu'ils votent ensuite pour eux. Donald Trump surfe allègrement sur de fausses informations. Il ne reconnaît jamais ses erreurs et pourtant, les sondages le donnent pour l'instant gagnant face à Joe Biden. Comment vous expliquez qu'il séduit autant de gens avec ce type de discours et avec des intox ? Je crois que ça fait longtemps que les gens se sont fait une idée de Donald Trump. C'est quelqu'un qui les divertit. Il aime faire rire, dire des choses inattendues, provoquer. La plupart de ses électeurs ne croient pas tout ce qu'il dit. Mais ils aiment ses idées. On devrait dire « Joe le pourri, tu es viré ». Sors d'ici, tu es incompétent, tu es viré. Trump amuse, Trump casse les... Alors, on va s'arrêter là 2 secondes pour parler de
de Katie. Alors Katie Sanders, c'est donc quelqu'un qui fait mon travail, c'est-à-dire du fact-checking, qui est journaliste, mais qui le fait chez Pointers aux États-Unis, donc elle est en Floride. C'est d'ailleurs elle à l'origine qui m'a dit « Julien, tu devrais venir en Floride parce que ce qui se passe en Floride, c'est intéressant. C'est un endroit où se retrouvent beaucoup de désinformateurs, donc des gens qui surfent sur ces fausses informations, qui font de l'argent avec les fake news. Et c'est pour ça que j'y suis allé. » Barthélémy qui me dit que c'est Eboué. Ouais, c'est Fabrice Eboué, je m'en rappelais, c'est ça. Donc, vous avez compris, elle a suivi la première campagne de Trump, qui est déjà utilisait énormément les fausses informations, notamment sur l'immigration, c'était son thème principal. Et là, il est en train de remettre le couvert, et donc elle est à ma place, mais aux États-Unis, et elle doit fact-checker Donald Trump. Alors ça pose une question, c'est que finalement, on passe notre temps à fact-checker des hommes politiques, et que finalement, on s'aperçoit que est-ce que ça a un impact? C'est une vraie question que je me pose tous les jours. Est-ce que ça a un impact? En France, j'ai l'impression que quand on dit à un homme politique sur tel ou tel sujet, vous avez dit une bêtise, il va prendre en compte ce qu'on dit, et peut-être que ça va l'inciter à, la prochaine fois, faire attention aux informations qu'il donne. Dans le cas de Trump, je pense que c'est complètement différent. Trump, il a vraiment ça a été, je pense, il a été intelligent là-dessus. On peut penser ce qu'on veut de Trump, mais c'est un homme politique brillant, intelligent, et il a bien compris que finalement, au contraire, se mettre totalement en opposition avec les médias, comme nous, c'était un créneau politique très intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui allaient dire, voilà, les élites, c'est les médias, ils sont corrompus, et donc du coup, on va se mettre derrière la personne qui, lui, est anti-média. Et à partir du moment où on est dans une position où on dit, voilà, moi, je déteste les médias, je suis comme vous, ça permet ensuite de sortir n'importe quoi, et à chaque fois que les médias vont dire, mais non, c'est faux ce que vous racontez, on va dire, on s'en fout, c'est vous les fake news. Et cette posture politique, pour l'instant, en France, je ne vois pas d'homme politique qui a réussi, qui a utilisé cette stratégie, mais ça peut arriver. En tout cas, aux États-Unis, clairement, ça a été une grosse réussite, puisqu'il est quand même arrivé à la Maison-Blanche une fois, et il peut y arriver encore. Alors Nostrom me demande où on pourra revoir le doc. Le doc, on pourra le revoir sur le site de France Info, je pense demain, je le mettrai demain. Voilà. Mais enfin là, je vais passer l'intégralité, a priori, vous allez voir l'intégralité du documentaire. Donc Agirtis me dit, ce culte de la personnalité, ça fait peur. Ouais, alors c'est vrai qu'il y a un culte de la personnalité autour de Trump, dans le sens où ce que dit Trump, on va pas le critiquer, on va pas le fact-checker. Les gens qui suivent Trump, il y a une logique un peu sectaire, on croit ce qu'il raconte, on est derrière lui, on le soutient coûte que coûte. Après, il y avait un responsable des Républicains en plateau sur France Info avec moi il y a quelques heures là, et il me disait, ouais, non mais regardez ce qui s'est passé avec Obama, est-ce qu'on peut pas dire qu'il y avait un culte de la personnalité? Peut-être que aussi avec Obama, il y avait une sorte d'adhésion telle à ce personnage qu'on peut parler d'un culte de la personnalité. Bon, après, Obama, il a fait ses 2 mandats, il s'est arrêté, et on va voir ce que ça donne avec Trump. On a l'impression que là, s'il revient au pouvoir, on a l'impression qu'il est prêt à tout, parce qu'il a une telle rage d'avoir été battu à la précédente élection. Est-ce qu'il s'arrêtera là? Qu'est-ce qui se passera s'il n'est pas élu? Est-ce que ça peut créer une guerre civile aux États-Unis? Moi, j'en sais rien. Est-ce que si jamais il reprend le pouvoir, est-ce qu'il va vraiment commencer à essayer d'attaquer les institutions américaines cette fois pour affaiblir la démocratie américaine? Ça, je ne sais pas non plus. J'ai envie de dire, on verra. Alors, ensuite, j'ai plein de commentaires là. Donc Sweet Orion qui me dit, oui, c'est important votre travail, personnellement ça m'entraîne à répondre à certaines personnes de ma famille qui sont perdues dans les fake news. Ouais, Sweet Orion, je crois que tu as bien compris le but de mon boulot. Le but de mon boulot, c'est pas tellement moi-même de convaincre les gens, parce qu'en fait, je pense que je me suis aperçu que moi je peux échanger avec les gens, mais je vais pas les convaincre, parce que je suis journaliste, ils me connaissent pas, et par définition, je ne vais pas les convaincre. Ils vont dire, bon, lui, c'est un journaliste, de toute façon, je ne le crois pas. En revanche, moi, si je vous donne quand je fais du fact-checking, donc mon travail quotidien sur France Info, que vous voyez peut-être, là, ça peut vous aider, parce que je vais vous donner des arguments qui vont faire que quand vous parlez avec quelqu'un, mais pas seulement complotiste, quelqu'un qui vous sort une info qui est fausse, vous aurez l'info qui va à l'encontre, et ça vous permettra d'argumenter. Donc c'est un peu pour ça que je travaille, donc merci Sweet Orient, tu as bien compris pourquoi je bosse. Imad, Zemmour, Imad, regardez jusqu'à la fin, vous verrez que Zemmour, on en parle à la fin. Il manque une culture de chercher à comprendre et de chercher à comprendre et rejeter les menteurs. Mais alors là, le citadin, je pense qu'il faut bien voir que les gens à qui je parle, ils sont persuadés de passer beaucoup de temps justement à chercher à comprendre. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont l'impression qu'ils font un travail de recherche tous les jours sur Internet
pour comprendre. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment dans une quête de vérité totale. Ils passent beaucoup de temps à fouiller les réseaux sociaux pour dégoter des théories. Le problème, il n'est pas tellement de chercher à comprendre. Le problème, il est que, bon, on pourra en parler des heures, mais c'est qu'ils sont prêts à remettre en doute, à douter de tout. C'est-à-dire que si QAnon ou Trump leur dit mais est-ce qu'on ne devrait pas tenter la javel pour soigner le Covid, parce qu'il a dit ça une fois, que Trump, il a quand même osé dire si on boit de la javel, ça détruirait pas le Covid. Il y a des gens qui auraient été prêts à le faire. C'est ça qui est dangereux. C'est qu'au bout d'un moment, on doute de tout, on n'écoute plus les scientifiques et on a l'impression qu'on peut soi-même faire ses recherches sur n'importe quoi et avoir la réponse à n'importe quoi. Allez, je continue le reportage et puis vous, comme d'habitude, vous posez vos commentaires ici. À toutes. De la politique américaine, en surface, il semble parfois incohérent, capable de dire tout et son contraire. Mais son assise idéologique est claire. Il fait principalement campagne sur les thèmes de l'extrême droite américaine. Vic Mellor fait partie de ces ultranationalistes qui soutiennent Donald Trump. Nous arrivons à sa propriété de Hollow. Garez-vous près du drapeau, c'est l'entrée. Ok, merci. Ok, thank you. Ici, il veut défendre les droits des vrais patriotes américains et former la jeunesse à se battre pour son pays. Ici, on va leur apprendre à manier les armes, parler de la Constitution. Ils vont se servir d'armes à feu, parce que c'est une tradition américaine. Pour entrer dans ce lieu, il faut passer par un tunnel. Dans l'obscurité, les valeurs de l'Amérique s'affichent sur les murs. J'ai affiché des citations des pères fondateurs de l'Amérique et d'autres grands personnages historiques. Le devoir d'un vrai patriote, c'est de protéger son pays du gouvernement. Thomas Paine. Ces citations rappellent notamment le droit de chacun à porter une arme et à se rebeller contre un gouvernement jugé tyrannique. Vic Mellor veut aussi nous montrer un drapeau américain qui date du XVIIIe siècle. Il est aujourd'hui devenu un emblème pour des groupuscules d'extrême droite, le Betsy Rose. Ça, c'est le drapeau des pères fondateurs. Et si vous allez sur le site du FBI, ça fait de moi un terroriste. Les élites qui nous gouvernent, elles détestent ce drapeau. Ceux qui dirigent le monde le détestent. Ils veulent faire tomber l'Amérique. Car si l'Amérique tombe, ensuite, c'est le monde qui s'effondre. Vic Mellor a fait fortune. Alors là, je vais juste reprendre 2 secondes. Vous avez vu le drapeau que m'a montré cette personne-là? Je vais vous le remontrer. Et je me suis aperçu que c'était un moment où, voilà, celui-là, je ne sais pas si vous le voyez bien ou pas, je pense que, voilà. Ça, ce drapeau, je pense que je ne l'ai pas très bien expliqué dans le reportage, il y a des gens qui m'ont posé des questions, donc je vais vous répondre direct. C'est un drapeau qui s'appelle le Betsy Rose, c'est un des premiers drapeaux américains, et qui a été fait au moment de la guerre d'indépendance contre les Anglais. Donc c'est pour ça qu'il y a 13 étoiles. Ces 13 étoiles, c'est les 13 colonies anglaises de l'époque qui se sont révoltées contre l'Angleterre et qui ont fini par gagner. Et c'est donc un des premiers drapeaux. À la base, c'est vrai qu'il n'y a aucune raison de penser que c'est un drapeau d'extrême droite, hein. C'est un drapeau tout à fait normal. Il se trouve que c'est devenu un emblème pour des groupes d'extrême droite parfois violents, à tel point que le FBI l'a mis sur une liste des emblèmes qu'il fallait surveiller parce que souvent c'était repris par des gens qui pouvaient commettre même des actes terroristes. Et lui, donc, c'est quelqu'un qui me disait qu'il n'était pas d'extrême droite, etc. Donc il passait son temps à dire ça. Après, vous allez voir la suite de son discours. Vous en penserez ce que vous voulez. En tout cas, ce drapeau. Oui, c'est le drapeau Sweet Orient des 13 colonies, ouais. Alors, en tant que journaliste d'un média traditionnel, comment tu arrives à créer le contact et l'échange? Ouais, bah ça c'est une bonne question, Castor Orange. Alors déjà, je pense qu'il faut bien voir que même en France, on a l'impression, si on regarde Internet, que les gens se parlent pas et qu'ils passent leur temps à s'insulter. Moi, honnêtement, si vous regardez les commentaires sous mes posts, des fois vous allez vous dire « Waouh, ça insulte dans tous les sens, le dialogue il est impossible ». Alors qu'en réalité, à chaque fois que je vais dans la rue, pour ceux qui me connaissent, j'y vais quand même assez souvent dans la rue, je vais parler avec des gens, c'est très rare que les gens soient agressifs. Ils peuvent être agressifs au début de la conversation, mais dès qu'on les écoute un peu, dès qu'on engage vraiment le dialogue et on montre qu'on écoute les gens, en général on arrive à parler même avec des gens qui sont très extrêmes, même avec des gens qui ont des idées vraiment même complotistes, on arrive à discuter. Moi en général j'y arrive. Alors je dis pas
que ça peut pas mal tourner des fois, mais en général, je trouve que quand on fait l'effort d'écouter, souvent ça désamorce les tensions. Après, là, les gens que vous allez voir, les personnages que vous allez voir, notamment Vic Mellor, c'est quelqu'un qui pèse plusieurs dizaines de millions d'euros, qui a de l'argent, qui est un proche, vous allez le voir aussi, de quelqu'un qui s'appelle le général Flynn, qui est l'ancien conseiller sécurité de Donald Trump, donc c'est plutôt du haut niveau. C'est des gens qui, si Donald Trump revient au pouvoir, seront dans des cercles assez proches de la Maison-Blanche, quoi. Bon, et lui, c'est quelqu'un qui, par exemple, vous allez voir, fait des meetings dans ce lieu où il reçoit, au-delà du général Flynn, toute l'extrême droite de Floride, qui est importante. Et par exemple des Proud Boys, il y a des photos de lui avec, pour ceux qui se rappellent, les Proud Boys. Les Proud Boys, c'était ceux qui étaient au Capitole notamment et qui ont participé à l'invasion du Capitole. On va en parler d'ailleurs avec Vic Mellor dans la suite du reportage. Vous allez me dire ce que vous en pensez. On a parlé de l'invasion du Capitole et vous allez voir l'idée qu'il en a. Alors, les gens ont des grosses frustrations à exprimer, c'est sûr. Et donc, pour revenir à la question de Castor Orange, parce que j'ai pas bien répondu, ce qui m'a aidé aussi, c'est que je suis journaliste, mais français. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis bien aperçu que les Américains avec qui j'ai parlé, notamment Vic Mellor, mais il y en a d'autres après, ils n'auraient pas forcément parlé avec un journaliste américain. Si CNN était venu les voir, je pense qu'ils n'auraient pas voulu leur parler, ou en tout cas ça aurait été plus dur, parce qu'ils sont en vrai conflit avec eux. Un journaliste français, je venais de nulle part, ils ne me connaissent pas. Ils ne savent pas qui je suis, et donc ils n'avaient pas d'a priori. Voilà. Et après, voilà, je ne sais pas comment ils vont prendre le reportage que j'ai sorti, mais bon, en tout cas, je leur donne vraiment la parole, vous allez voir, et je leur donne la parole en longueur, donc je ne suis même pas sûr qu'ils soient mécontents. Ils se doutent bien que je ne suis pas d'accord avec, en tout cas que je n'adhère pas à une partie de leurs idées, mais bon, après, moi je suis journaliste, le but c'est pas que j'adhère aux idées, c'est que je les rapporte, que je les raconte. Donc là, j'ai fait mon boulot, j'ai raconté honnêtement ce qu'ils sont et à quoi ils croient, et donc je pense pas qu'ils m'en veulent particulièrement. Il n'y avait pas d'animosité, quoi. C'était pas une relation tendue avec eux. Bon, on verra après la diffusion du reportage. Et Imad me dit, à votre avis, est-ce qu'il faut donner de l'espace à ces gens pour s'exprimer? Ouais, Imad, moi je trouve que c'est important, parce que là on ne parle pas de gens qui sont très isolés, comme si j'avais pris une petite communauté qui n'a pas d'impact. C'est des gens qui, si Donald Trump arrive au pouvoir, et c'est tout à fait possible en novembre prochain, ils vont être très proches du pouvoir en fait. Vic Mellor, là vous allez découvrir ce personnage, c'est quelqu'un qui a une influence, c'est-à-dire qu'il a beaucoup d'argent, vous allez voir, il a des investissements qui comptent, il a des relations qui comptent, donc... non, si je vous montre ça, c'est que je pense que c'est important, parce que c'est des réseaux d'influence et qui vont se rapprocher du pouvoir prochainement. Voilà. Trump réussit à séduire l'électorat afro-américain. Ouais, alors là, Milano, je crois que Trump, il dit beaucoup que même les afro-américains maintenant l'aiment bien, etc. Vous regardez les stats, et voilà, moi j'ai pas travaillé là-dessus, mais je pense que les afro-américains, ils votent encore largement démocrate. Ça n'empêche pas qu'évidemment, il arrive à en séduire certains, mais je pense que ceux que j'ai rencontrés en tout cas, ils n'étaient pas du tout dans une approche pro-Trump du tout. Eh ben merci Castor Orange, j'espère que j'ai été clair pour tout le monde. N'hésitez pas à commenter, je recommence le reportage, et vraiment ce personnage Vic Mellor, il est intéressant. Où sont les jeunes dans tout ça? Vic Mellor, il n'a pas 1000 ans non plus, hein, Marie, mais effectivement, j'ai parlé plutôt au départ du reportage à des gens qui sont des quadras quinquas, et à la fin, Marie, tu verras qu'il y a une jeune femme qui avait, je pense, à peine 30 ans, enfin la petite trentaine, quoi. Allez, c'est parti. Ce drapeau. Ceux qui dirigent le monde le détestent. Ils veulent faire tomber l'Amérique. Car si l'Amérique tombe, ensuite, c'est le monde qui s'effondre. Vic Mellor a fait fortune dans la construction. Aujourd'hui, il investit une grande partie de son argent dans la politique, car il est persuadé que l'Amérique court à sa perte. Les élites mondiales auraient un plan pour mettre fin au rêve américain. Alors c'est quoi le plan qu'auraient ces élites? Contrôler le monde. Réduire tout le monde en esclavage, tout simplement. Je le vois sur votre visage, ça vous choque. Mais sortez de votre bulle, regardez d'autres médias. Regardez ce qu'il se passe avec vos fermiers. Les gens violents dans la rue. Pourquoi les fermiers sont en colère? À cause du changement climatique? C'est faux, il n'y a pas de changement climatique. Le milliardaire nous fait visiter son immense propriété. Sur ce pont, une activité pour endurcir les enfants.
Les enfants passent en tyrolienne au-dessus des alligators. Oui. Et pourquoi vous faites ça? Et pourquoi pas? Un petit zoo, un accueil sympathique. Tiens-le comme ça. Oh, c'est trop cool. Il adore ça. Tout ça sans débourser $1. On est en vacances en Floride et comme il ne faisait pas très beau, on cherchait un endroit pour les occuper. Mais ce lieu n'est pas seulement un parc d'attractions. Ici se rassemblent régulièrement les militants nationalistes de Floride. Les conservateurs, on va faire entendre notre voix. Car Vic Mellor veut porter ses idées au pouvoir. Et il n'a pas digéré, lui non plus, la victoire de Joe Biden. Il était d'ailleurs présent lors des événements au Capitole le 6 janvier 2021. Vous avez posté une photo le jour de l'invasion du Capitole. Vous appelez ça une invasion? Comment vous appelez ça, vous? Notre droit de manifester, ce n'était pas une invasion. Ok, et est-ce que vous regrettez d'avoir participé? Si je regrette? Écoutez, j'ai fait des trucs très cool dans ma vie. J'étais un marine, j'ai voyagé, j'ai été garde du corps pour le président, je travaille avec le général Flynn, mais ce 6 janvier, c'est le plus beau jour de ma vie. Je ne regrette rien, rien du tout. Vous pensez toujours qu'on a volé l'élection à Donald Trump? Absolument. Il n'y a aucun doute qu'on lui a volé. Ce qu'il s'est passé au Capitole, c'était un coup monté. Ce militaire de carrière est un proche du général Flynn, l'ancien conseiller sécurité de Donald Trump lorsqu'il était à la Maison-Blanche. Accusé d'être en lien avec la Russie, Michael Flynn avait dû démissionner. Mais il est resté très proche de l'ancien président. Vic Mellor et le général ont un projet commun, Patriot TV. On est... Alors, on va reprendre avant Patriot TV. Je pense que vous avez compris le genre de personnage. Je m'aperçois qu'il y a une erreur. C'est un multimillionnaire, hein, c'est pas un milliardaire, donc il faudra que je corrige ça. C'est un multimillionnaire. Et il m'a dit qu'il avait des dizaines de millions d'euros dans ses investissements. Je le crois parce que ce que j'ai vu, c'est qu'il avait effectivement beaucoup d'argent, mais c'est pas un milliardaire. Voilà. Alors, je vais répondre à vos questions. Donc, est-ce qu'il a eu des ennuis après le 6 janvier? Non. Lui, non, parce que en fait, ceux qui ont eu des problèmes, c'est ceux qui, je pense, se sont fait attraper à l'intérieur et qui étaient dans les organisateurs, donc notamment les Proud Boys, beaucoup ont fait de la prison. Lui, la seule photo que j'ai de lui, je peux pas dire ce qu'il a fait après, il était devant le Capitole, il a fait un selfie devant le Capitole, et je sais pas ce qu'il a fait après. Alors, est-ce qu'il est rentré et qu'il a réussi à pas se faire attraper? Je sais pas, mais en tout cas, il était devant, il a fait des selfies devant, et donc on sait qu'il était là. Et j'aime bien votre accent français en... ouais. Ah, je pense que, oui, j'ai un petit accent Jacques Chirac hein, en anglais, mais bon, Sweet Orient, tout le monde me comprenait, donc ça allait très bien, mais oui, j'ai travaillé quand même 10 ans à France 24, avant ça je travaillais à Reporters sans frontières, donc j'ai toujours parlé anglais, mais je crois que je suis pas doué pour les accents, donc malheureusement je vais mourir avec un accent français. L'alligator se prendrait une balle s'il essaye de bouffer le gamin. Ouais, c'est clair. En fait, pour la petite anecdote, donc là, vous avez vu, ils avaient une sorte de tyrolienne qui passait au-dessus de ce petit lac, et il y avait des alligators dans le lac, et ils s'amusaient à mettre les gamins et à les faire passer en tyrolienne. Après, je pense qu'ils sont bien attachés, mais effectivement, ça paraît quand même assez lunaire. Mais après, si on parle des armes, c'est intéressant parce que qui me dit ça? C'est Kanesha. Les armes, c'est un gros sujet avec ces gens-là, et ils me parlaient tous le droit de porter une arme, c'était ultra important pour eux, ils m'en ont tous parlé, c'était la fierté américaine, on a le droit de porter une arme, personne m'enlèvera ce droit, et une des choses qui les énervait autant avec Biden, c'est qu'ils avaient l'impression que Biden voulait revenir sur ce droit de porter une arme, et Dieu sait que c'est difficile, parce que pour l'instant, même les démocrates qui étaient plutôt anti-armes, comme... Obama, ils n'ont pas réussi à revenir sur le droit de porter une arme. Ça, c'est vu la culture américaine, ça semble très, très compliqué. Bon, mais du coup, ils ont tous, beaucoup avaient des armes, et Vic Mellor, que vous voyez dans ce reportage, je ne l'ai pas filmé, mais à un moment, il m'ouvre son coffre,
Et il me dit, regarde, et comme c'est un ancien marine, qu'est-ce qu'il avait dans son coffre? Il avait vraiment un fusil d'assaut, un fusil de l'armée avec une lunette de précision. Donc il avait un fusil qui était vraiment un fusil utilisé en France par des forces spéciales, quoi. Et lui, c'est vraiment un ancien des forces spéciales. Et donc c'est un ancien militaire qui est capable de se battre, hein. Alors, bon, je pense que là, du coup, vous avez compris à quel moment on ne devrait pas leur faire de la promotion. Mais en fait, Imad, vous vous reposez la même question, c'est pourquoi je parle d'eux. Je parle d'eux déjà parce que Vic Mellor en France, je pense pas que il va pas chercher des soutiens en France, il s'en fiche de ce qu'on pense nous. Et moi, ce que je fais, c'est que je parle des mécanismes qui amènent ces gens-là au pouvoir. C'est des mécanismes qui amènent des idées au pouvoir, qui amènent une façon de faire de la politique, en fait. Et vous allez voir comment Vic Mellor fait de la politique. Je le fais pas. Je pense que personne d'ici va aller voter pour Vic Mellor. Le problème, c'est pas de leur donner la parole, c'est de comprendre comment ils font pour accéder au pouvoir et comment ils font de la politique. Et c'est intéressant pour moi que vous compreniez, que moi je comprenne déjà comment ça se passe. Voilà. Donc c'est ça ma démarche. Donc j'espère qu'elle vous convient. Bon, je suis content parce que là on est quasiment 3600 en simultané. Alors je sais pas trop ce que ça veut dire sur Twitter. 3600, ça se trouve, c'est des gens qui regardent pas vraiment, j'en sais rien, mais on doit être quelques-uns quand même à regarder attentivement parce que j'ai des questions et c'est ça le plus important, je le rappelle, c'est qu'on échange et que j'ai des questions, donc allez-y, continuez, je lis tout. Je vais recommencer, donc là on est toujours sur le portrait de Vic Mellor. Vic Mellor, j'ai passé plusieurs jours avec lui parce que je voulais vraiment comprendre ce personnage. Donc là vous avez vu, on est dans son sorte de parc d'attractions où il y a des enfants qui viennent, des familles, et en même temps il parle des valeurs de l'Amérique, et puis des fois il se sert de cet endroit-là pour faire vraiment des meetings politiques avec l'extrême droite américaine, voilà, et puis les Trumpistes américains, ils se retrouvent là. Mais là vous allez voir que cette même personne, qui donc est multimillionnaire, elle a des investissements, et je vais vous laisser découvrir les investissements qu'elle a, et je trouve que c'est intéressant, on va en discuter après, quoi. TV. On est en pleine guerre de l'information et il nous fallait un média. On a donc décidé de passer au niveau professionnel avec Patriot TV. Une salle de sport aux États-Unis vient de connaître une belle défaite. Ils avaient puni une dame parce qu'elle se plaignait d'un homme transsexuel qui se rasait dans les toilettes pour femmes. Ça, c'est une de nos régies télé. On en a 4 dans le pays. Ici, on montre qu'on aime l'armée. C'est de là que je viens, comme le général Flynn. Et en plus, ça fait de belles images, non? Patriot TV ne diffuse que sur Internet. Mais le studio n'a rien à envier à une télévision classique. Son pari, c'est que ce média aidera à porter Donald Trump jusqu'à la Maison-Blanche. La stratégie est claire, connaître et cibler précisément les électeurs américains. Tous les États importants sont affichés au mur, les swing states, ceux qui peuvent faire basculer l'élection. Ici, on s'adresse à l'électeur, comté par comté. Donc ça vous donne des informations sur la manière de parler aux électeurs, pour les influencer, j'imagine, parce que vous avez clairement un objectif politique. Absolument. On descend même au niveau de l'arrondissement. L'information, c'est la clé. Et il nous faut des informations les plus précises possibles. La poursuite de la visite va s'avérer étonnante. Vic Mellor veut nous... Alors, je vais me faire une petite pause là, parce que ça, c'est un passage qui m'a, moi, vraiment intéressé, et je suis resté un peu abasourdi par cet endroit-là. En tout cas, c'est des moments importants du reportage. Bon, je ne sais pas si vous voyez pourquoi, en tout cas, si ça vous interpelle comme moi, mais je vais me remettre juste sur l'image pour que vous la voyez. Attendez. Voilà. Je pense que vous la voyez, cette image. Ça, c'est ce qui était affiché sur les murs dans le studio télé. Donc lui, il a investi dans une télévision qui s'appelle Patriot Télé. C'est une télévision patriote et en soutien à Trump, qui est sur Internet uniquement. Mais en termes de moyens, honnêtement, ils avaient... je dirais autant de moyens que France Info pour lequel je travaille. Enfin, je caricature un peu, mais c'était pas artisanal. Il y avait beaucoup de
d'argent qui avait été investi, ils avaient du matos, ils avaient des caméras qui étaient vraiment au top, c'était vraiment le niveau d'une télévision, d'une vraie télévision, quoi. Après, voilà, peut-être un peu moins parce qu'ils travaillaient aussi de chez eux, il y avait des présentateurs qui le faisaient chez eux, mais enfin c'est très professionnel. Et quand j'arrive dans le studio principal, là où ils tournent une partie de leurs émissions, je tombe sur ça. Et donc ça, c'est des sortes de cartes que je vois au mur et je lui demande ce que c'est. Et en fait, vous l'avez compris, il a tous les swing states affichés dans le studio télé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ces swing states, c'est les États qui sont les plus importants pour l'élection américaine, parce que si on gagne dans ces États-là, en général, ça suffit à faire tourner l'élection, c'est-à-dire à faire tourner l'élection en votre faveur. Et c'est là que je trouve que c'est intéressant, c'est que les Américains, et lui en particulier, ils sont très pragmatiques. C'est-à-dire qu'ils veulent gagner l'élection, et c'est pas en faisant des grands discours, et c'est pas simplement en s'adressant à toute la population. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller regarder comté par comté, là où il faut insister, quel discours il faut tenir à ces gens-là pour qu'ils adhèrent à vos idées et qu'ils votent pour vous. Parce que c'est pas la peine de faire du chiffre et d'avoir des millions, avec le système de vote américain, c'est pas la peine d'avoir des millions de personnes qui votent en plus pour vous. Il faut avoir les personnes qui sont au bon endroit. Donc si on a fait tourner les gens de tel et tel comté en votre faveur, là, on peut gagner l'élection. Et ce qui est fascinant, je trouve, c'est que même Vic Mellor, qui est pas c'est pas un intellectuel de la politique, hein, c'est pas un spin doctor, mais sa télévision, c'est très pragmatique, au mur, tac, il y a les swing states, et où il faut insister, comté par comté, donc vraiment localement, pour faire tourner l'élection. Et j'ai trouvé que c'était une vraie leçon sur la politique à l'américaine, quoi. Voilà. Alors, Fabrice me dit, mais si on regarde vraiment, bah, j'espère bien que vous regardez vraiment, hein. Trump leur a donné un tas de mensonges qu'ils ont pris comme preuve. Vert foncé, c'est les régions pro-Trump, et rouge, les démocrates. Je pense. J'avoue que je suis désolé, Castor Orange, parce que je me rappelle plus exactement. Je me rappelle plus exactement ce que veulent dire les couleurs. Mais oui, en tout cas, en général, c'est la couleur foncée, c'est quand c'est vraiment acquis à une cause, acquis à un camp. L'autre, c'est très foncé, c'est acquis à l'autre camp. Et quand c'est une couleur entre les deux, ça veut dire que c'est là qu'on peut agir, parce que c'est des comtés qui peuvent passer d'un camp à un autre. Et c'est là qu'il faut aller. Parce qu'en fait, aller essayer de faire tourner, je sais pas, la Californie, et faire passer la Californie républicaine, ça paraît très peu probable. La Californie, elle est démocrate. Mais faire tomber ce petit comté, et puis celui d'à côté, pour faire tomber l'État, ça, c'est intelligent. En tout cas, c'est comme ça qu'ils travaillent, quoi. Floride, Texas, extrême droite, ouais, il y a des... Bon, la Floride et le Texas, c'est pas très loin, et je pense que ça ressemble à assez. Moi, je suis allé le swing, c'est le golf, ouais, enfin, pas là, même si Trump, il fait du golf. Il est rationnel, ouais, je trouve que c'est très rationnel, même si ses propos, des fois, ont l'air pas rationnels, mais lui est très rationnel. Et les swing taxes, non, Marine, c'est les swing states. Donc swing, c'est le fait de tourner. Au golf, c'est le mouvement de faire ça, swing. Donc ça bascule, c'est l'État, c'est donc un État américain qui peut basculer. Donc il peut passer de républicain à démocrate. Voilà. Convaincre les gens, c'est bien plus facile. Une meilleure technique, c'est de pousser les opposants à ne pas les voter. Oui, alors ça, Yogi, là vous connaissez aussi bien la politique américaine. Et une des techniques qui a été utilisée lors de la présidentielle en 2016, et on le sait, c'est qu'ils sont allés chercher des gens qui auraient peut-être voté démocrate, et les ont incités à pas les voter, par exemple. Ouais, ça c'est une technique totalement qui a été démontrée. Allez, ils font peur les Trumpistes. Ouais, bah attendez de voir la suite, Verbi, vous allez voir que ça va être encore pire. Allez, je vous montre la suite. Et donc là, c'est peut-être le moment dans la rencontre avec Vic Mellor qui a été la plus étonnante pour moi. Moi qui travaille beaucoup sur la désinformation depuis longtemps, et pas qu'en France, vraiment c'est le moment. Pour moi, ça a été une révélation ça a montré de façon concrète et physique quelque chose que je sais, mais c'était très concret. Vous allez voir et vous allez me dire si vous comprenez en tout cas si ça vous fait la même impression qu'à moi. Merci Neija qui me dit que c'est passionnant ce stream. Écoutez, en tout cas, ça me plaît de discuter avec vous, donc c'est cool. On continue et je vous mets la suite du reportage qui m'a fait bien halluciner personnellement. Arrondissement. L'information, c'est la clé. Et il nous faut des informations les plus précises possibles. La poursuite de la visite va s'avérer étonnante. Vic Mellor veut nous montrer un autre de ses investissements. C'est au bout du couloir, dans le même bâtiment.
On était dans une télévision, on arrive où maintenant? On entre dans le centre de soins. Même bâtiment, même propriétaire. 2 propriétaires, mais c'est ça. Une télévision d'extrême droite qui débouche directement dans un centre de santé alternatif. C'est la fondatrice de l'établissement, Tanya Parus, qui poursuit la visite. Ici, on est dans la zone pédiatrie. Les adultes, c'est de l'autre côté. Ici travaillent des médecins généralistes, mais on expérimente aussi des soins moins conventionnels. Là, c'est la salle de perfusion. Ici, les gens font des perfusions entre amis. Ça ne serait pas plus simple de prendre ces vitamines en cachet? Oui, mais dans ce cas, ça passe par vos intestins. Vous n'absorbez que 20 à 30% des vitamines. Par perfusion, c'est 100%. Aucune étude n'a démontré les bienfaits de cette méthode. C'est le cas d'ailleurs de nombreux autres traitements qui sont prescrits ici. Les médecins proposent par exemple toujours de l'hydroxychloroquine aux patients atteints du Covid. Ils défendent coûte que coûte leur liberté de prescrire. Ici, sur ces t-shirts, c'est écrit « Liberté médicale ». Pourquoi c'est important, la liberté médicale? Tout le monde devrait trouver ça important. Oui, mais c'est quoi la liberté médicale? C'est le droit de choisir ce que tu veux pour te soigner. En Floride, Tanya Parus a été l'une des figures de proue de la lutte contre les mesures Covid. Refus du port du masque, refus de la vaccination, un engagement qui a changé la vie de cette ancienne infirmière. Ce combat, il a donné du sens à votre vie. C'est exactement ça. C'est merveilleux de pouvoir aider les gens. Je n'ai même pas l'impression de travailler. Je décide de tester sur Tanya Parus une théorie qui circule sur les réseaux sociaux. Les grands groupes pharmaceutiques seraient de mèche avec les élites mondiales pour faire naître une nouvelle pandémie et mieux asservir les populations. Une histoire ubuesque propagée par l'influenceur complotiste Alex Jones. Je suis content. La maladie X, c'est la tendance numéro 1 sur les réseaux en ce moment. Tanya Parus connaît très bien cette histoire de maladie X. Pour elle, c'est tout à fait crédible, car beaucoup de gens y gagneraient. Les maladies, il y en a déjà plein dans le monde. S'ils font ça, je pense que c'est pour faire peur aux gens. Je ne parle pas seulement du gouvernement, et il y a une raison pour ça. Mon impression, c'est que c'est pour faire de l'argent. On peut se faire beaucoup d'argent avec la peur des gens. Vic Mellor, un militant d'extrême droite, qui fait cause commune avec Tanya Parus, la fondatrice d'un centre de santé alternatif. Tous deux sont unis par une même méfiance envers les élites, qu'elles soient médicales ou politiques. Voilà, je pense que je sais pas, vous avez vu comme moi, et je vois que dans les commentaires à Girtis, je sais que tu t'intéresses vachement à la désinformation, donc ça te parle, mais t'es pas le seul. Moi, cette séquence, elle m'a fait halluciner. C'est-à-dire que passer physiquement d'un endroit qui a une télévision d'extrême droite, et dans le même bâtiment pousser une porte et arriver dans un centre de santé alternatif, j'ai eu l'impression, c'est l'histoire de mon travail, quoi. C'est l'histoire de ma vie, c'est ce que je vois tous les jours. C'est-à-dire le fait qu'il y a des gens qui surfent allègrement à la fois sur des théories complotistes dans le domaine politique et sur la santé alternative avec le côté, à chaque fois, on refuse de croire ce que nous racontent les élites, qu'elles soient médicales ou politiques, et on est anti-système, on vous croit pas, et on dit n'importe quoi. Et là, c'était exactement ça, et on le voyait physiquement, c'est-à-dire, le mec, il avait bien compris ça, il avait bien compris que ça, c'était une arme politique, de créer ces deux communautés, de les faire travailler ensemble, et d'en faire un mouvement politique. Il avait totalement compris ça. En France, il y a des gens qui essayent de faire ça, je pense que je vais pas les citer, mais on les connaît, des gens qui essayent de surfer sur la défiance, la vague sanitaire et la crise sanitaire, qui ont essayé de surfer dessus, de mobiliser les gens et la haine des gens et d'en faire une arme politique. Et là, c'était tellement clair. Le gars, il a une télé, on passe la porte, il a un centre de soins alternatifs où il y a des gens qui se font des perfusions aux vitamines.
Ça n'a aucun sens de faire des perfusions de vitamines d'un point de vue médical. Je ne l'ai pas dit, ou je l'ai dit très rapidement, mais comment elle soigne le Covid, cette dame? Elle soigne le Covid en partie avec de l'hydroxychloroquine, le remède miracle du professeur Raoult. On a tout compris, c'est la même chose qu'en France, ça. C'est exactement la même chose qu'en France. Alors, je vais lire vos commentaires. Ils font ça pour l'argent. Oui, elle aussi, elle fait de l'argent puisqu'elle vend des médicaments et des soins. Après, moi, je vais... voilà, on va pas rentrer dans les détails sur la crise sanitaire, j'ai pas envie de revenir là-dessus, mais évidemment qu'il y a des gens qui ont fait beaucoup trop d'argent aussi au moment de la crise sanitaire, notamment les labos pharmaceutiques, et je suis loin de défendre ça, mais bon, vous avez compris que le problème, c'est sur la désinformation, là. Alors, ils leur vendent des trucs inutiles, je contracte pas, ouais, ça m'a fait penser un peu à ça, je pense qu'on n'est pas très loin de ces milieux-là. Alors, ces soins alternatifs sont-ils gratuits, Marie? Mais pas du tout. On est aux États-Unis, hein, donc ça c'était un business aussi. Et Vic Mellor qu'on a vu, il voulait faire de l'argent avec sa Patriot TV. Il comptait bien à ce que il voulait que son investissement soit rentable. Hein. Il faisait pas ça à perte. Hein, donc il investissait dans Patriot TV, il espérait bien en tirer de l'argent, comme Trump, pour ceux qui suivent, qui a lancé Truth Social, un truc comme ça. Enfin, il a un réseau social et ça lui a rapporté pour l'instant de l'argent. Je ne sais pas si ça durera. Mais donc non, il ne perdait pas d'argent. Et les soins n'étaient pas gratuits. Hein, donc non, il y a de l'argent qui se fait aussi sur la désinformation, ça on le sait. C'est le rejet des élites dans leur ensemble, ouais, c'est exactement ça. Les élites, quelles qu'elles soient, ou comme c'est perçu comme des élites, on les met tous dans le même sac et on les rejette, et ça amène à rejeter des évidences scientifiques sur les vaccins, mais pas que sur les vaccins. On rejette tout, on rejette la science d'une manière générale. Et la fameuse question, est-ce qu'ils y croient ou c'est juste du business? Castor Orange, je pense que dans le cas de ces gens-là, ils y croient vraiment. C'est-à-dire qu'aussi bien Tania Parus, donc celle qui dirige le centre médical, que Vic Mellor, c'est des gens qui sont convaincus. C'est des gens qui ont des croyances et des convictions très fortes. Hein. Et je crois qu'il y avait une question un peu plus haut qui était, qu'est-ce qui vous dit que c'est des gens d'extrême droite? Alors Tania Parus, pour le coup, elle, j'en sais rien, puisqu'elle a un centre de soins alternatifs, je sais juste qu'elle travaille avec Vic Mellor, mais Vic Mellor, c'est quelqu'un, je l'ai dit tout à l'heure, qui est proche des Proud Boys. Les Proud Boys, c'était un groupe d'extrême droite violente, qui a mené des actions violentes et qui a vraiment qui se cache pas d'être xénophobe. Alors ils sont pas seulement anti-immigration, c'est vraiment des groupes xénophobes qui ont été accusés d'être des white supremacists, d'être vraiment des suprémacistes blancs, chose qui en France, ces groupes-là se cachent. Là, c'est des gens qui ont clairement des liens avec les suprémacistes blancs, même si, évidemment, Vic Mellor, il va pas me le dire droit dans les yeux. C'est pas comme ça que ça se passe, quoi, voilà. Truth Social, merci Loyeuse. Je connais pas le vrai nom, mais ouais, c'est ça c'est ce qu'il a dit avec l'accent. Avec l'accent de merde, ouais, oui, je sais. C'est dur à dire, Truth Social. Bon, j'ai fait ce que j'ai pu, désolé pour l'accent. Castor Orange, ils y croient un peu, car ça rapporte, mais Trump, c'est l'élite. Bon, allez, je continue. Là, on va quitter Vic Mellor, qui était un personnage, moi, qui était un peu, je pense, mon personnage principal du reportage, qui m'a intéressé vraiment, pour tout ce qu'il explique de la politique américaine et de ce qui pourrait arriver en France. Et là, on va passer à d'autres personnages, et à la fin du reportage, et on continuez à commenter. On est quasiment 4000 ensemble, tant mieux, c'est sympa si ça vous plaît. Moi je suis content de pouvoir répondre à vos questions, parce qu'il n'y a que ça qui m'intéresse, là, c'est répondre aux questions. Le reportage, je l'ai déjà vu, vous imaginez 12 fois, c'est le résultat de 2 mois de travail, donc voilà, posez-moi vos questions et j'essaie d'y répondre autant que je peux. Allez, on y va. Les maladies, il y en a déjà plein dans le monde. S'ils font ça, je pense que c'est pour faire peur aux gens. Je ne parle pas seulement du gouvernement, et il y a une raison pour ça. Mon impression, c'est que c'est pour faire de l'argent. On peut se faire beaucoup d'argent avec la peur des gens. Vic Mellor, un militant d'extrême droite, qui fait cause commune avec Tania Parus, la fondatrice d'un centre de santé alternatif. Tous deux sont unis par une même méfiance envers les élites, qu'elles soient médicales ou politiques.
un phénomène devenu classique aux États-Unis et qu'étudie Frank Alcock de l'université New College, Florida. Il y a une grande défiance aujourd'hui envers les élites, envers l'establishment. Il y a cette idée que, quelle que soit la personne qui est au pouvoir, elle n'est pas légitime. Et ça s'accompagne d'une grande méfiance envers les intellectuels. Ils leur reprochent de préserver un statu quo. Ça fait 10 ans qu'on observe ça. Et si on ajoute à ça les technologies modernes de l'information, les réseaux sociaux, on arrive à ce résultat. C'est du jamais vu dans l'histoire. Alors ça ne vient pas que de l'extrême droite, mais ce phénomène est particulièrement fort à droite. Ce n'est clairement pas une bonne période dans l'histoire. Et oui, ça m'inquiète. S'ils arrêtaient les fake news et qu'ils disaient la vérité, ça réglerait 90% de nos problèmes. Donald Trump répète à longueur de meeting que les journalistes sont des menteurs. Il flirte régulièrement avec les théories complotistes. Et pour cet expert, il s'agit surtout d'un calcul politique. D'instinct, je dirais qu'il ne croit pas à tout, qu'il utilise ses intox. D'une manière générale, les hommes politiques ont appris à surfer sur la désinformation. Et ils savent très bien qu'ils ne devraient pas faire ça. Certains se servent de théories complotistes plus ou moins subtilement. La politique américaine dérive de plus en plus vers le populisme. Les débats se concentrent sur les thèmes de société les plus clivants, et notamment sur les... Alors, là je vais faire rapidement sur ce personnage-là, qui est donc un professeur de faculté. Je vais vous le remontrer, hein, mais... voilà, qui est très bon, qui était quelqu'un de sympa, mais juste, je vais vous raconter dans quelle situation il est ce monsieur, parce que je le raconte pas dans le reportage, mais je trouve que c'est intéressant aussi. Lui, Frank Alcock, en fait, c'est un prof de New College, Florida, qui était une sorte d'université un peu libérale en Floride. Libérale, c'est-à-dire voilà, en opposition aux universités peut-être plus conservatrices, trumpistes. Là, c'était une université vraiment libérale de Floride, et sachant que la Floride est un État maintenant qui est vraiment un État qui est en soutien du Parti républicain et très en soutien de Trump. Donc, cette université, c'était un peu le village d'Astérix le Gaulois, entouré par voilà, les Romains. Et ce qui s'est passé pour lui, c'est que concrètement, ils ont pris les conservateurs ont fini par réussir à prendre le board, donc à prendre le pouvoir dans cette université, et ils se sont mis à virer tous les profs qu'ils estimaient woke. Donc après, moi, je suis pas là pour faire un débat sur woke, pas woke, mais en tout cas, tous les profs qui parlaient de théorie du genre, ou des gens qui étaient plutôt jugés comme trop libéraux dans leurs idées, ils se sont fait virer les uns après les autres. Et cette personne à qui je parle, il s'était fait virer, et quand je lui ai parlé, moi, il disait, moi je veux partir d'ici parce que c'est plus vivable en fait. Et ça montre que la Floride, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que c'était un État qui à l'époque était un swing state. Donc Marie, hein, t'as compris maintenant ce que c'est qu'un swing state, c'est ces États qui peuvent basculer. Et donc à l'époque, voilà, les gens ils se battaient pour la Floride parce que gagner la Floride, c'était ça pouvait être gagner les États-Unis. Sauf qu'en fait maintenant, c'est plus un swing state. La Floride est devenue un État républicain, et ils ont vraiment pris tous les lieux de pouvoir, l'administration, etc. C'est tenu par les républicains. Et là, c'était clair avec cette université. Voilà. Après. Et libéral, oui, au sens américain du terme, pas libéral au sens économique. Libéral, aux États-Unis, c'est sur les valeurs. C'est en gros des gens de gauche, quoi. On pourrait dire c'est plutôt des gens de gauche, mais il y a pas d'idée économique derrière tout ça, quoi. Vous n'êtes pas pro-démocratie pour vouloir brûler les gens dont fait que certaines opinions. Ah là, vous avez des discussions entre vous que je comprends pas. Malheureusement, les vues ne sont pas instantanées, mais des impressions uniques. On est à 500. C'est déjà top. Ah, j'ai compris. C'est-à-dire que là, on parle de nombre de personnes qui sont en simultané avec moi, et j'ai pas 4000 personnes avec moi, c'est ça? J'ai 500 personnes avec moi? Bon, ok.
Je sais pas, j'avoue que j'en sais rien, je connais pas les stats et pour ceux qui nous rejoignent, franchement c'est un truc que je tente, hein, j'ai rien de, c'est pas du tout professionnel, j'ai fait ça dans mon salon et j'ai même pas de micro, j'ai rien et c'est moi qui ai fait l'éclairage avec ma lampe de chevet, donc voilà, il n'y a pas d'équipe technique derrière moi, hein, je vous montrerai à la fin, je suis tout seul. Donc tant mieux si on est 500, ça me va et en fait moi ce qui m'intéresse plus que le nombre, c'est la qualité de la discussion. C'est qu'on arrive à discuter correctement et qu'on s'explique des choses. Et là, franchement, je trouve que la discussion, elle est plutôt bien, elle est plutôt sympa. J'espère que ça vous plaît aussi. Et pour en revenir à Frank Alcock, là, je vous ai expliqué le contexte, hein, qui était ce professeur. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est ce qu'il a dit. À un moment, il dit, je lui pose la question, je lui demande, est-ce que vous pensez que Trump croit à ces fake news? Parce que quand Trump, en gros... flirte avec des fake news, par exemple le fait que Obama était kényan, ou après quand il en a sorti un paquet, mais il refuse de condamner par exemple QAnon, etc. Il flirte avec, quoi. Mais est-ce qu'il y croit lui? C'est très compliqué de parler, c'est très compliqué de savoir. Et ce que m'a dit Frank Alcock, je trouvais ça intéressant, c'est qu'en fait il disait que sûrement que Trump, au départ il y croit pas forcément, mais ensuite il a une capacité à s'auto-convaincre. À partir du moment, et on connaît tous des gens comme ça, à partir du moment où ils l'ont dit, ils vont y croire. Ce qu'ils disent, en fait, finit par devenir la vérité, et eux-mêmes se mettent à y croire. Et surtout, je pense que ça n'a pas une grande importance pour lui. C'est-à-dire que je pense que des gens comme moi, et j'espère comme vous, les faits, la vérité, c'est quelque chose qui est important pour nous. Et donc, mentir, c'est quelque chose où on se sent mal si on a menti, et on se fait une règle de ne pas mentir, parce que c'est une ligne à ne pas dépasser, et on voit ça comme quelque chose de mal. Mais je pense que Trump, c'est complètement différent. Je pense qu'il n'en a rien à faire. Et en fait... c'est un homme politique intelligent, je le rappelle, et il est dans une façon de faire de la politique qui n'est pas du tout basée sur le vrai, le faux. C'est vraiment un show, au sens américain, un spectacle. Il est très bon là-dedans, et le but c'est d'attirer la sympathie des gens, de les faire rire, de les mobiliser derrière lui. Honnêtement, je pense que la vérité, ce qui est vrai et ce qui est faux, et le fond des choses n'a aucune importance pour lui. C'est comme ça que je le sens. Après, on peut en discuter. Peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi, mais moi, c'est comme ça que je le sens. On aura le droit à la trompette à la fin. Ah, la trompette du début, je pourrais, Sweet Orient, vous la remettre si elle vous a plu, la trompette. Mais enfin, si on parle des klaxons du début, ouais, je peux les remettre si vous voulez. Vous faites aussi bien que Patriot TV avec vos propres moyens. Ouais, alors je voudrais pas dire, mais Patriot TV, pour l'avoir visité, c'était des millions de dollars d'investissement, hein. C'était du matos en pagaille. Là, je travaille, je pense qu'il y a 1000 balles d'investissement. J'ai même pas un micro, hein, donc le son est dégueulasse. Je suis désolé pour ça d'ailleurs. C'est vraiment pourri, mais je ferai mieux les prochaines fois. Si ça vous a plu, si vous avez aimé ce travail-là, n'hésitez pas à partager. Abonnez-vous à mon compte, partagez-le, parlez-en. Et puis, si je sens qu'il y a un intérêt, peut-être que je m'achèterai un peu de matos, je me ferai aider pour faire les choses un peu mieux que ça, quoi. Allez, on continue le reportage et vous allez voir la dernière séquence du reportage, c'est la dernière personne que j'ai rencontrée. Et je vous laisse la découvrir. C'est une influenceuse américaine qui est très connue. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que c'est quelqu'un de marginal. Ce qu'elle raconte est très excessif. Je pense que vous serez d'accord avec moi là-dessus. Ça nous paraît assez hallucinant quand on est français. Mais ce n'est pas quelqu'un de marginal. Elle a presque 1 million de personnes qui la suivent sur Twitter. Et au-delà de Twitter, sur tous les réseaux sociaux, notamment Truth Social, pour que je refasse mon accent pourri, et les autres réseaux sociaux, elle a beaucoup de monde qui la suivent. C'est une influenceuse vraiment connue, et qui est connue de Trump, qui est appréciée par Trump. Et vous allez découvrir cette jeune femme qui s'appelle Lara Loomer. Et elle est jeune, pour la personne qui m'a demandé tout à l'heure pourquoi il n'y a que des vieux dans ce reportage. Il n'y a pas que des vieux, vous allez voir cette jeune femme, Lara Loomer, elle est toute jeune. Allez, j'y vais. La politique américaine dérive de plus en plus vers le populisme. Les débats se concentrent sur les thèmes de société les plus clivants, et notamment sur l'immigration. L'immigration, cette influenceuse pro-Trump en a fait son thème de prédilection. Elle revient d'ailleurs d'un reportage à la frontière avec le Mexique. Oui, ces gens veulent une vie meilleure, mais ça n'est pas la bonne façon de faire.
On me dit qu'il y a beaucoup de migrants chinois qui arrivent ici. C'est dans ce camp qu'ils débarquent. Ces vidéos sont vues par des millions de personnes. Et elles sont très appréciées de Donald Trump lui-même. Il s'affiche d'ailleurs régulièrement avec l'influenceuse et il la mentionne parfois dans certains meetings. C'est une femme fantastique, une vraie patriote, Laura Loomer. Donald Trump a l'air de beaucoup vous apprécier. Oui, c'est le cas. Je crois qu'il a découvert mon travail en 2016. Il a beaucoup partagé mes reportages. C'est un fan de mes vidéos. Il regarde mon programme. Ah, je suis désolé. On est peut-être à quelques jours d'une attaque terroriste. Oh là là, j'ai merdé, comme je fais la réal moi-même. Oh la honte, j'ai pas mis l'image. Oh là là. Merci Squittorian de me l'avoir dit. La honte. Je vous remets quand même l'image sur cette séquence parce que vous avez envie de voir qui vous parle. Donc je suis désolé. C'est ça de faire la réal soi-même. C'est un peu... C'est pas très pro. Je suis désolé. Je vous remets le début de sa séquence. Allez, c'est parti. Ces vidéos sont vues par des millions de personnes. Et elles sont très appréciées de Donald Trump lui-même. Il s'affiche d'ailleurs régulièrement avec l'influenceuse et il la mentionne parfois dans certains meetings. C'est une femme fantastique, une vraie patriote, Laura Loomer. Donald Trump a l'air de beaucoup vous apprécier. Oui, c'est le cas. Je crois qu'il a découvert mon travail en 2016. Il a beaucoup partagé mes reportages. C'est un fan de mes vidéos. Il regarde mon programme Laura sans limite. On est peut-être à quelques jours d'une attaque terroriste par des envahisseurs djihadistes qui arrivent grâce à Joe Biden. Et ils vont tuer des millions d'Américains. Ces propos sont tellement excessifs, proches parfois de l'incitation à la haine, que Laura Loomer a été bannie de la plupart des réseaux sociaux. Sauf de Twitter, le réseau d'Elon Musk. J'ai été bannie des réseaux parce que j'ai dénoncé l'invasion islamique de notre pays. Ils disent que je suis une islamophobe. Vous avez dit vous-même que vous êtes islamophobe et fier de l'être. C'était de l'ironie, parce qu'en réalité, l'islamophobie, ça n'existe pas. Une phobie, c'est irrationnel. Ce n'est pas le cas ici. Certaines personnes trouvent mes idées offensantes. Je m'en fiche. L'influenceuse s'intéresse particulièrement à la France et elle nous donne clairement ses affinités politiques. Les musulmans sont en train de prendre le pouvoir chez vous. C'est pour ça que les gens se tournent vers Éric Zemmour ou Marine Le Pen. Je les aime beaucoup tous les deux. C'est ce qu'il vous faut. Laura Loomer se présente comme une journaliste, mais elle compte bien se lancer en politique dès novembre prochain. Vous voyez où, vous, si Donald Trump revient au pouvoir? J'aimerais faire partie de son administration. Son fils a lancé l'idée que je pourrais être la porte-parole de la Maison-Blanche. On verra. S'il gagne la prochaine élection, Donald Trump prendra-t-il cette influenceuse dans son équipe? Peut-être pas. Mais ses idées seront très certainement au pouvoir. En définitive, c'est une certaine façon de faire de la politique qui gagne du terrain. Du clash permanent, des intox et des théories complotistes pour souffler sur les braises, un populisme sous stéroïdes qui ne semble avoir aucune limite. Une chose est sûre, l'Amérique de Donald Trump prépare sa revanche. Voilà, donc je pense que vous avez vu tout le reportage, donc je crois que c'est une première. Je ne pense pas qu'à France Télévisions on ait déjà fait des lives en montrant tout un reportage, même une partie de reportage, donc c'est quelque chose que je voulais tenter avec vous. On va juste parler de Laura Loomer quand même avant de se quitter. Alors Laura Loomer, je vais vous la remontrer, hein, c'est cette jeune femme-là. Encore une fois, la conversation a été assez détendue. Hein. Moi, j'étais pas dans une approche où je voulais rentrer dans un conflit avec les gens, et donc j'étais pas en train de lui dire mais ce que vous dites est faux ou ce que vous dites est offensant. J'écoutais et j'ai essayé de comprendre voilà, comment on en arrive à penser ça, à dire ça, etc. J'écoutais. Et encore une fois, moi, je faisais pas un reportage sur quelque part le fond des idées d'extrême droite. Elle a clairement des idées d'extrême droite. Moi, c'était pas mon objet d'aller juger ou d'aller contredire ça. Ce que je voulais, c'est comprendre voilà, la partie fausses informations qui circulaient. Donc, par exemple, je sais pas, mais elle me disait, elle est persuadée que les démocrates américains
donc le Parti démocrate, organisait l'immigration illégale pour en fait que les immigrés rentrent aux États-Unis et ensuite votent démocrate. Alors ça, comment dire, quand bien même il y aurait un plan des démocrates pour faire ça, c'est un plan de long terme, parce qu'avant de choper la citoyenneté américaine et d'être capable de voter aux élections, on est bien d'accord que même si Biden a commencé il y a 2 ans, il risque pas d'avoir des gens qui vont voter pour lui à cette élection-là. Donc ça tient pas vraiment la route. Ensuite, elle a des propos qui sont ultra violents, à tel point qu'elle a été interdite de la plupart des réseaux sociaux, et je pense que ça vous étonnera pas, le seul réseau social, en tout cas mainstream, qui a accepté qu'elle revienne, c'est Twitter, de Twitter d'Elon Musk, donc X, parce qu'elle avait été, il me semble, bannie avant. Donc voilà, c'est un personnage qui est très extrême. Et 1 million d'abonnés, oui Fabrice, 1 million d'abonnés sur Twitter. Donc faut relativiser 500 000, Philippot à 500 000 en France. Alors relativiser, je sais pas, 1 million, je trouve qu'on arrive quand même dans les gros influenceurs, même aux États-Unis. Mais si je vous dis qu'elle a une influence, je dis pas qu'elle a une influence sur Donald Trump, mais elle le connaît personnellement, et vraiment Donald Trump l'aime bien, ça je l'ai vu. Moi, quand je l'ai interviewé là sur ce banc, Laura Loomer, au moment où je l'ai interviewée, la veille au soir, elle était avec Donald Trump. J'étais à Mar-a-Lago, ça je ne l'ai pas montré dans le reportage, mais j'étais à Mar-a-Lago, elle est arrivée en robe de soirée, la première fois que je l'ai rencontrée, et elle m'a dit, là, je rentre. D'ailleurs, moi, je ne suis pas rentré parce qu'ils m'ont pas laissé rentrer à Mar-a-Lago. Et elle est rentrée et elle a participé à un événement où elle a vu Donald Trump, elle a pris des selfies avec Donald Trump. Donald Trump la connaît. Et vous avez vu dans le reportage, il y a même des meetings politiques. Il l'a emmené dans son jet privé pour aller au meeting politique. Et arrivé au meeting politique, il a carrément, devant des milliers de personnes, dit « Merci Laura Loomer ». Donc pour la personne qui me dit 500 000 abonnés, c'est pas beaucoup, elle a une influence énorme. Aux États-Unis, elle a vraiment une influence. Et sinon, Donald Trump, il ne la citerait pas. C'est que vraiment, voilà. Et je pense que regardez, si vous avez le temps, regardez les abonnés qu'elle a. Je crois qu'elle est sur Gabber, il me semble. En tout cas, sur les plateformes alternatives, elle a beaucoup de monde, et elle a plus de monde encore que sur Twitter. Donc voilà, je pense que c'est important de voir que ça, c'est pas des gens qui sont comme Vic Maylor, qui sont à la marge. C'est pas des gens marginaux, un peu paumés, qui disent des choses extrêmes mais que personne n'écoute. C'est en train de devenir mainstream, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme elle. Et la parole sur l'immigration, voilà, on pense ce qu'on veut de ça, et moi je suis pas là pour juger ça, je suis pas là pour prendre parti là-dessus, mais ce qu'elle dit sur l'immigration, donc qui est très violent, hein, et sur les immigrés, c'est totalement accepté aux États-Unis. Je dis pas que tout le monde le pense, mais en tout cas, il y a beaucoup de gens qui sont dans un discours qui est comme celui-là. Voilà. Alors, je vois Laura Loomer a 30 ans. D'accord, elle est même plus jeune que je pensais. Ouais, elle est très jeune. Hein, et alors, est-ce qu'elle va devenir, parce qu'à la fin, elle me dit, je peux devenir press secretary, donc bon, elle peut devenir un peu porte-parole de Trump. Alors ça, c'est du déclaratif, c'est elle qui me le dit. Est-ce qu'elle peut ou pas? Elle dit que Eric, le fils de Trump, lui a un peu promis ça. Honnêtement, j'en sais rien. Et c'est pas sûr que Trump, s'il revient à la Maison-Blanche, il fasse le choix d'utiliser des gens comme ça comme porte-parole. Je pense que ça serait très extrême, et je pense qu'il n'a pas intérêt à s'afficher comme ça. Mais il faut le garder en tête quand même, ce qu'elle a dit sur... voilà, les propos qu'elle tient et le côté très extrémiste qu'elle a, Trump valide. Hein. Donc il ne faut pas se leurrer là-dessus. Trump, c'est pas un président de centre-droit, quoi. Il soutient ce genre de politique et de discours. Voilà. Et le but, moi, c'est pas de juger ça, simplement, je pense que c'est important de le donner à voir, que vous le voyez. Et c'est la conclusion de mon reportage, c'est que ce qui m'intéresse, moi, c'est que cette façon de faire de la politique, j'ai appelé ça du populisme dopé aux stéroïdes. Parce que je trouve que c'est vraiment ça. C'est que du populisme, on l'a en France, on l'a en Europe, et je pense qu'on va en avoir de plus en plus. Mais là, c'est un populisme plus. C'est-à-dire qu'il y a une désinhibition, une liberté, et une liberté notamment par rapport aux faits, qui m'appartient à moi, c'est-à-dire le fait d'avoir fait table rase de quelque part parfois de la rationalité et des faits, et on s'en fiche parce que l'important c'est d'accéder au pouvoir et de se souder
voilà, de souder une communauté. Je pense que c'est vraiment un phénomène qui est important. C'est un phénomène qui se développe aux États-Unis et je pense qu'il faut faire attention à pas croire que ce qui se passe aux États-Unis, c'est uniquement un syndrome américain et que nous, on ne risque rien parce que finalement, on est un pays où nous, j'entends des fois, on est plus éduqués, on est différent, ça peut pas arriver en France. Bon, pour l'instant, c'est pas arrivé. Faut reconnaître que les hommes politiques qui ont essayé de surfer là-dessus, pour l'instant, ils n'ont pas eu des succès énormes aux élections. Ok, mais est-ce que on est immunisé contre ça et que ça peut pas arriver? On va voir. Il y a les élections européennes qui sont dans quelques mois. Ça arrive très vite et on va voir ce qui se passe et on va voir si des hommes politiques ne prennent pas ce créneau de ce populisme dopé aux stéroïdes pour gagner et pour accéder au pouvoir. Donc c'est pas ce que je souhaite concrètement parce que je vois les effets que ça peut avoir aux États-Unis. Je pense que ça peut être dangereux le populisme. Mais voilà, moi je tenais à faire ce reportage pas tellement pour vous montrer les États-Unis. Évidemment que j'ai envie de vous montrer ce qui se passe aux États-Unis parce que c'est un des pays, c'est sûrement le pays le plus important dans le monde et qui a le plus d'impact sur notre vie à nous. Ce qui se passe aux États-Unis, on peut pas l'ignorer. Mais surtout, je pense que c'est important de comprendre que ce que je voulais vous montrer, c'est une façon de faire de la politique qui a un impact sur les gens, sur la société, qui a un impact sur nos familles, qui a un impact sur nos relations avec les gens autour de nous. Parce que si on abolit les faits, c'est-à-dire qu'on se reste dans notre bulle où on ne croit que le grand gourou qui nous raconte des choses, on n'est plus capable de parler aux autres. Et je trouve que c'est vraiment ce qu'on est en train de vivre ensemble. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi. On est en train de vivre un moment où de plus en plus on est dans nos bulles et on a envie simplement de se friter avec les autres et plus de les comprendre. Et ma démarche, c'était pas celle-là. Donc ma démarche était d'essayer de rencontrer les gens, de les comprendre. Pas forcément d'être d'accord avec eux, mais de les comprendre. Et j'espère que ça vous a aidé aussi. Voilà, donc on va se quitter, il est tard, hein. Merci d'être resté avec moi. Je vois 4600 spectateurs en direct, ça n'a cessé de monter pendant le live. Alors j'ai bien vu que vous me disiez qu'il y avait probablement pas 4600 personnes et c'est peut-être que 500, peu importe. Moi j'étais content de parler avec vous. Voilà, je l'ai fait avec les moyens du bord, j'ai pas de matos, j'ai rien, j'ai personne qui m'aide. Donc ce que vous pouvez faire si vous appréciez mon boulot, vous partagez ce live, abonnez-vous, parlez de ça autour de vous et si ça vous plaît et que vous avez envie qu'on refasse ce genre de choses, voilà, sachez que moi j'ai apprécié et on le refera. Donc voilà, partagez, likez et parlez-en autour de vous et j'espère qu'on fera ça ensemble et sur d'autres sujets parce que la désinformation, c'est un vaste sujet en ce moment. Donc merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout, il est tard et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Au revoir, ciao.